Donc, j'ai intitulé cette présentation «Le climat s'invite dans notre assiette» et en fait, je vais vous présenter à la fois des résultats d'observation qui sont issus donc de travaux qu'on peut conduire sur les cohortes que l'on conduit à l'IREN et puis d'autre part des résultats qui sont des résultats de modélisation. Donc, tout d'abord, je vais revenir sur quelques éléments de contexte. Tout d'abord, pour vous rappeler que les régimes alimentaires modernes sont riches en graisse, en sel et en sucre et qu'ils vont contribuer, largement, à l'état de santé des individus, notamment en Europe avec, des consommations, importantes en viande transformée, en viande rouge, mais aussi en boissons sucrées qui vont largement contribuer au décès prématuré dans la population. Donc je vais vraiment m'attacher aujourd'hui à vous parler des régimes, modernes qui sont en fait les régimes, des pays occidentaux, alors que bien évidemment dans d'autres régions du monde, les problématiques peuvent, être différentes. Donc à côté de ces effets de notre alimentation sur la santé, il existe aussi des effets néfastes à long terme sur l'environnement de toute la chaîne, qui va donc, du champ à l'assiette. Et donc ces effets sur l'environnement concernent à la fois la crise climatique, mais également l'épuisement des ressources naturelles et différents types de pollution, que ce soit l'eau, les sols ou même l'air. Actuellement, la recherche qui porte sur les co-bénéfices alimentation, environnement, santé, vont tous dans la même direction et consistent à dire qu'il y a une nécessité d'un changement radical et urgent à de multiples niveaux du système alimentaire mondial et qui embarque finalement toutes les étapes de la production alimentaire au champ, mais aussi les étapes de transformation, de transport et donc essentiellement aussi de souveraineté alimentaire et enfin, des régimes alimentaires, puisque la demande des consommateurs a un rôle très important sur l'offre alimentaire. Des travaux ont montré que d'ici à 2050, l'impact des productions alimentaires sur différents indicateurs environnementaux, donc sur cette diapositive, on peut voir les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'occupation des terres, l'utilisation de l'eau et aussi les problèmes d'acidification, notamment avec l'utilisation à la fois des engrais azotés et du phosphore. Et donc l'utilisation et ces différents indicateurs, environnementaux vont, avoir des impacts environnementaux qui vont être beaucoup plus importants, d'ici à 2050 par rapport à la situation de 2010. Et donc ces effets vont être générés par différents types de production et on peut voir par exemple, l'effet de la production de produits animaux qui est en rose, qui va donc avoir un effet très important sur les émissions de gaz à effet de serre, alors que d'autres productions alimentaires et notamment végétales vont avoir des impacts sur d'autres indicateurs. À côté de ces phénomènes globaux, on peut aussi avoir une approche par, aliments consommés, c'est-à-dire qu'on peut regarder les effets des aliments à proprement parler. Les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, ne sont pas, liées à la production alimentaire, ne sont pas toujours associées à des effets santé, puisqu'il y a notamment un certain nombre, de publications qui ont permis de montrer que les aliments qui peuvent être riches en sucre et en matières grasses et donc délétères pour la santé, peuvent avoir un impact sur l'environnement qui est très faible. Donc en fait, les co-bénéfices et la cohérence entre les effets santé et les effets climatiques ne sont pas toujours, dans le même sens. Il existe donc des conflits avec certains produits bons pour la santé, mauvais pour l'environnement et inversement. Typiquement, sur ce graphique, on a, les effets sur la santé à gauche des diagrammes et les effets sur l'environnement à droite des diagrammes. Si on prend, par exemple, les charcuteries qui sont tout en bas à gauche, on peut voir que ça a un effet important sur la mortalité totale, sur les maladies cardiovasculaires, mais aussi sur le diabète et le cancer colorectal. Et les effets sur l'environnement sont également très importants puisqu'ils se placent à l'extérieur du cercle. À l'inverse, si on prend les oléagineux qui sont tout en haut à gauche, on va avoir des effets pour la santé qui sont proches du centre, avec notamment des articles scientifiques qui observent des effets bénéfiques de cette catégorie d'aliments sur la santé, et notamment la santé cardiovasculaire. En revanche, on peut avoir des effets néfastes sur l'environnement, avec notamment des besoins en eau de ces cultures qui sont très importants.
Donc ce graphique, il illustre bien le fait que l'alignement entre les effets santé et les effets, hem, environnement des productions alimentaires peuvent diverger. Alors là, on se situe vraiment au niveau de l'aliment et donc ça ne peut pas être directement translaté à l'effet des régimes puisque le régime alimentaire, il est constitué d'une multitude d'aliments différents, mais aussi dans des quantités différentes. Un autre papier, de Michael Clark qui a été publié, plus récemment, a essayé de représenter, comme c'est indiqué sur ce graphique, les liens entre la mortalité d'une part et puis les effets environnementaux d'autre part et donc ça permet vraiment d'identifier les alignements ou les conflits pour les différents aliments. Donc finalement, sur la diagonale, on va pouvoir mettre en évidence des types d'aliments qui vont être délétères pour l'environnement et la santé. Tout en bas, les aliments qui vont être bénéfiques pour l'environnement et la santé. Et puis entre les 2, on va avoir, les autres aliments qui vont se répartir. Par exemple, on peut prendre l'effet, du poisson qui est plutôt bénéfique pour la santé, mais qui a un impact environnemental très important. Donc, d'ici 2050, on sait maintenant que les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des terres, de l'eau et l'application d'azote et de phosphore vont conduire à des processus naturels au-delà des limites planétaires, c'est-à-dire que les ressources naturelles ne pourront plus, être remplacées puisqu'on va, user les ressources, planétaires au-delà de leur renouvellement. On sait aussi aujourd'hui qu'un certain nombre de régimes riches en végétaux, jusqu'au végétarisme, peuvent être moins impactants pour l'environnement, avec beaucoup de documentation scientifique qui ont permis d'observer que les alimentations alternatives, notamment les régimes type méditerranéen ou encore les différentes formes de végétarisme, permettaient de limiter l'émission des gaz à effet de serre et donc pourraient ainsi contribuer à limiter cette augmentation au cours des prochaines décennies si ces régimes étaient davantage adoptés. Dans le cadre de la transition nutritionnelle, on observe une augmentation de la consommation de viande, mais aussi une augmentation de la consommation d'aliments dits à calories vides et des calories totales. Ça se traduit notamment par une augmentation de la consommation en aliments ultra transformés. L'élevage en particulier et notamment, l'élevage de viande bovine est responsable aujourd'hui d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre qui vont être liées à l'alimentation et au système alimentaire. Et donc c'est essentiellement sur, ces grands postes que l'on va essayer de jouer tout en, conservant quand même des, apports nutritionnels qui soient adéquats pour la population. Donc les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui, ils reposent sur les données de la cohorte Nutrinet Santé, qui est une cohorte, qui est exclusivement conduite en ligne, qui a été lancée, il y a à peu près 14 ans et qui inclut des volontaires, âgés de plus de 18 ans et qui vont remplir des questionnaires régulièrement qui vont porter à la fois sur les caractéristiques sociodémographiques et comportementales des individus, mais aussi sur l'alimentation, l'anthropométrie, les données de santé évidemment et des données d'activité physique ou de sédentarité. Adossé à cette cohorte, on a lancé en 2014 le projet BioNutrinet, qui a permis d'inclure les 34 000 individus qui ont répondu au questionnaire ici que je vous ai mis à droite et qui est un peu l'épine dorsale du projet BioNutrinet. Il s'agit d'un questionnaire semi-quantitatif qui permet d'obtenir l'alimentation des individus pour 264 aliments génériques et de distinguer les consommations en bio et en conventionnel afin d'intégrer l'amont du système alimentaire dans les consommations en essayant de prendre en compte les modes de production des aliments. Ces données de consommation ont été jumelées avec des données de prix qui ont été calculées essentiellement à partir des données de prix de la base Kantar, mais aussi grâce à une collecte de prix que l'on a réalisée de manière, ad hoc, dans 12 régions françaises pour obtenir des prix, notamment dans les circuits courts qui sont absents de la base Kantar. À partir de ces données-là, on a obtenu des estimations de consommation en bio et en conventionnel pour les régimes individuels de ces 34 000 participants. On a donc aussi pu estimer les coûts monétaires en fonction des produits consommés, du fait qu'ils soient produits en bio ou en conventionnel et également des lieux d'achat, puisqu'on a tenu compte du fait que les aliments soient achetés, par exemple, chez un artisan, dans une AMAP ou dans les supermarchés. À ces données de consommation, on a, également, ajouté des données environnementales.
Donc, notre objectif dans le cadre de ce projet, c'était de réussir à intégrer des données d'indicateurs environnementaux qui distinguent les modes de production en bio et en conventionnel. Donc, en raison de cet objectif, on a été obligé de travailler sur des analyses de cycle de vie au périmètre de la ferme, puisque les données de transformation n'étaient pas disponibles pour les deux modes de production. C'est pour ça qu'on a utilisé la base Dialecte, qui est coordonnée par Solagro, qui est une association qui travaille sur la transition énergétique et donc qui nous a permis d'obtenir des ACV pour 85 produits agricoles bruts qui ont été complétés par un certain nombre de données issues de la littérature. Ces produits étant en bio et en conventionnel, et puis en réalisant énormément de travail sur les allocations économiques et massiques entre les produits bruts en sortie de ferme et les produits tels que consommés, on a pu obtenir les émissions de gaz à effet de serre, la demande en énergie et l'occupation des terres pour les régimes de nos participants. Donc, on a ainsi obtenu des impacts individuels et puis on a aussi calculé un indicateur d'impact environnemental grâce à une formule qui a été développée par une équipe hollandaise et qui permet d'avoir un impact à un niveau moyen plus loin que les pressions. Je souligne également que dans le cadre de la continuité de ce projet, on travaille actuellement pour obtenir de nouveaux indicateurs qui vont venir compléter les indicateurs qu'on a ici, qui portent sur l'utilisation de l'eau, sur la biodiversité et sur l'utilisation des pesticides au champ. Donc, à partir de toutes ces données qu'on a collectées dans l'étude Bionutrinet, on a constitué une base de données qui nous permet de travailler sur la durabilité des régimes alimentaires, donc au niveau individuel, grâce au couplage de toutes ces bases de données, donc avec des données sur la consommation alimentaire et la qualité nutritionnelle, des données économiques, des données également de contamination aux pesticides en fonction du mode de production bio ou conventionnel des aliments, grâce à une base de données allemande qui provenait d'un laboratoire de référence de l'Union européenne, et puis les impacts environnementaux. Évidemment, comme ce projet est conduit dans le cadre de l'étude Nutrinet, on a également accès à toutes les données de santé des participants à la cohorte et également toutes les autres données du type motivation d'achat, comportements alimentaires plus généraux, etc. Donc, les premiers résultats que je vais vous présenter, ce sont des résultats issus d'un travail purement observationnel qui a maintenant quelques années et qui nous a permis de décrire, en fonction du niveau d'émissions de gaz à effet de serre, les régimes des individus de notre cohorte. Donc, à partir des 34 000 participants, on a constitué 5 groupes de régimes, plus ou moins émetteurs, qu'on a ensuite décrits en fonction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'autres indicateurs liés à la durabilité grâce aux données qu'on avait collectées. Et donc, ce qu'on a pu voir, et qui est cohérent avec la littérature sur le sujet, donc avec les quelques articles qui existaient à cette époque-là, mais aussi toute la littérature qui a été publiée depuis, nous avons pu montrer que la contribution des groupes alimentaires aux émissions de gaz à effet de serre sont très variables en fonction des groupes d'aliments. Par exemple, pour les aliments, les individus qui ont des régimes les plus émetteurs, on peut voir que la viande rouge est le groupe alimentaire le plus émetteur. C'est-à-dire, et donc cette observation, en fait, elle est liée au fait qu'ils mangent plus de viande, mais aussi au fait que la viande est plus émettrice. Donc là, ce qui est représenté en ordonnée, c'est vraiment la contribution aux émissions. On peut voir aussi que la viande de monogastrique arrive en deuxième position chez les individus dont le régime est très émetteur, pardon. Et puis, on peut voir également qu'on a d'autres produits qui sont importants, mais qui vont avoir une importance moindre. C'est le cas notamment des fromages et puis des produits mixtes. Si on regarde les individus qui ont un régime qui est très peu émetteur, on peut voir qu'il y a certains aliments qui sont beaucoup moins importants en termes de contribution, donc c'est le cas notamment de la viande rouge. Mais en revanche, pour ce qui est de la contribution des fruits et légumes frais aux émissions, on peut voir que la contribution, elle est identique quasiment, quel que soit le niveau d'émission des régimes. Concernant les autres caractéristiques de ces régimes, on a pu montrer que les régimes les plus émetteurs étaient inversement corrélés au score d'adéquation aux références de consommation, que ce soit sur les nutriments ou sur les recommandations du PNNS. Et puis, concernant l'environnement, on a vu que cette augmentation des émissions de gaz à effet de serre s'accompagnait également
d'une augmentation de la surface occupée et de la demande cumulée en énergie. Ce régime était également plus cher avec un prix qui était supérieur entre le premier groupe et le deuxième groupe. Et donc ça va de pair avec le fait qu'ils étaient des plus grands consommateurs alimentaires et qu'ils consommaient des produits qui étaient plus chers, notamment comme la viande. À côté de ces travaux d'observation, on a réalisé aussi des travaux d'optimisation, c'est-à-dire qu'on a réalisé une optimisation multicritère de façon à réduire graduellement les émissions de gaz à effet de serre dans les régimes. Donc pour ça, on a cherché à identifier les quantités des différents aliments et leurs proportions en bio, de façon à minimiser les écarts au régime observé, donc finalement le régime de départ, avec un ensemble de contraintes. Donc on a pris comme contrainte les apports énergétiques du régime, parce qu'une des manières les plus simples, entre guillemets, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, c'est de manger moins. Et donc là, on voulait vraiment que l'apport énergétique soit adéquat. On a mis des contraintes sur les apports en nutriments et la biodisponibilité, notamment pour le fer et le zinc, qui sont souvent des nutriments limitants dans le cadre d'une végétalisation du régime. Végétalisation qui va s'imposer d'elle-même par la réduction obligatoire des GES. On a mis des contraintes épidémiologiques sur certains groupes alimentaires, notamment la consommation de poissons, par exemple, pour éviter notamment une consommation trop importante qui pourrait avoir des effets néfastes en termes de contaminants. Et puis, on a tenu compte d'une forme d'acceptabilité en mettant des maximums pour les quantités consommées de chaque item. On a également pris en compte les relations entre les coproduits, notamment parce que si on limite typiquement la viande rouge, on va aussi avoir une production de lait qui sera potentiellement plus basse. Et donc, on veut que le ratio entre le lait et la viande ne soit pas trop dénaturé de façon à ce que la production du lait soit quand même possible. Et puis, dans ce modèle, on a ajouté un terme qui visait à graduellement diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc sur ce graphique, on a présenté donc pour, tout en haut le régime observé, ensuite le régime que j'ai appelé 0, qui est en fait, le régime dans lequel on a mis toutes les contraintes et où on a imposé des émissions de gaz à effet de serre identiques, à celles observées et puis après on va réduire les émissions, de gaz à effet de serre par incrément de 5 jusqu'à réduire de 50. Et donc, pour, les produits, animaux, par exemple, les produits laitiers, on va avoir une diminution progressive, des consommations, de produits laitiers dans le régime et puis on va avoir également une diminution des produits animaux. À l'inverse, tout à droite, on peut voir qu'on a une sensible augmentation, des produits à base de soja. Donc ça, ce sont les compositions alimentaires des régimes optimisés au global et maintenant je vais faire un focus spécifique sur, les produits animaux et les produits végétaux. Donc les produits animaux, ils se situent à gauche. Donc on voit que dans le régime observé, on va avoir beaucoup plus de produits laitiers que dans les régimes optimisés. Et donc cette quantité de produits laitiers en orange, elle va diminuer d'autant plus que les émissions de gaz à effet de serre sont à diminuer. La volaille, en revanche, qui est en vert, elle va rester relativement stable dans les modèles. Et puis, on va avoir une diminution de la consommation de bœuf, qui est en marron à droite, et à l'inverse, une augmentation progressive de la viande de porc dans les régimes. Et donc ça va être très lié aux différentes contraintes nutritionnelles qui sont liées aux nutriments dont les vecteurs sont les produits animaux. À droite, on a la composition des régimes pour les produits végétaux. Et ce qui est très visible sur ce graphique-là, c'est que les aliments à base de soja, donc ça va être essentiellement des substituts de produits animaux, vont aller en augmentant au fur et à mesure de la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, les produits céréaliers vont également diminuer. Donc, on a les produits céréaliers raffinés qui sont en marron foncé, les légumes secs qui sont en marron clair qui vont diminuer un petit peu également. Et puis, on va avoir aussi les féculents complets qui vont sensiblement diminuer, notamment en raison de nutriments qui sont des antinutritionnels et qui vont limiter encore davantage l'absorption du fer et du zinc qui vont être réduits dans
des régimes moins riches en produits animaux. Donc, les autres résultats de cette étude d'optimisation, si on fait un petit peu un résumé, donc on a observé une réduction marquée des produits laitiers, ainsi que de la consommation de viande. Donc cette réduction, elle est moins importante parce qu'en fait, on a plutôt une répartition qui va être différente et plutôt en faveur de la volaille et du porc au détriment de la viande de ruminants. Les légumineuses, elles, vont augmenter et plus la réduction des émissions de gaz à effet de serre va être importante et plus la demande en énergie cumulée et en utilisation des terres va diminuer également. Donc en fait, on peut voir à nouveau, comme dans les résultats des modèles observés que je vous ai présentés avant, que finalement, ces trois indicateurs environnementaux vont à peu près fonctionner dans le même sens, c'est-à-dire que les aliments avec les impacts les plus importants sont les mêmes pour ces trois indicateurs. Et donc, dans ces modèles, la production d'aliments biologiques va passer de 30% dans les régimes observés à 70% dans les régimes optimisés. Et donc, ça, c'est relativement attendu puisque, notamment concernant les émissions de gaz à effet de serre, en lien avec les modes de production, en règle générale, on a plutôt des émissions qui vont être plus importantes en bio sur les produits animaux et plutôt plus faibles sur les produits végétaux et sur les produits laitiers. Donc du coup, ça va se répercuter sur la proportion de bio dans les régimes optimisés, c'est-à-dire que le modèle va aller chercher davantage des produits végétaux produits en bio. Donc ça, c'est pour illustrer ce que je vous ai montré avant, donc le fait que, avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on a également une diminution de l'aliment en énergie et une diminution de l'occupation des terres. Donc si on traduit ça avec notre indicateur d'impact qui prend en compte ces 3 indicateurs, on voit qu'on a une réduction de 43 de cet indicateur entre notre situation, observée et puis le régime, qui permet de réduire 50% d'IGS. En revanche, comme il est plus riche en aliments bio, on va avoir une augmentation du coût de 12% liée à ce régime et donc l'augmentation du bio qui est de 172%. Donc, en conclusion, je voudrais juste revenir sur le fait que le régime actuel et sa production sont responsables d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre, qu'il est possible de largement les réduire en modifiant les modes de consommation, donc diminuer la consommation de viande de ruminants au strict nécessaire pour assurer les besoins en produits laitiers et en consommant un peu plus de viande de porc et surtout de volaille. Et puis, il est aussi nécessaire d'augmenter et de varier les consommations de féculents, en particulier complets, mais aussi de légumineuses et de produits à base de soja. Et puis, il y a d'autres perspectives évidemment dans ce travail qui peuvent relever finalement de la quantification des risques liés à cette végétalisation. Donc, c'est une végétalisation qui est partielle, puisque comme on l'a vu, il reste encore des produits animaux dans ces régimes, puisque l'objectif était de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, augmenter les produits végétaux, ça peut être associé à une exposition plus importante aux pesticides, qui va être associée à une augmentation de la part de végétaux dans le régime. Et puis, une autre perspective, ce serait de travailler sur les impacts du changement climatique sur les teneurs en nutriments, notamment parce que la littérature récente montre que les teneurs en protéines, en fer et en zinc, qui sont aujourd'hui les nutriments limitants dans les produits végétaux pour augmenter la végétalisation et réduire les émissions de gaz à effet de serre, sont eux aussi altérés dans le cadre du changement climatique. Donc voilà, je vous remercie et je voudrais remercier bien sûr tous les partenaires de ce travail. Comment ont été définis les différents coefficients qui permettent d'agréger dans un même score précis les diverses pressions environnementales des aliments. Alors ça, c'est un modèle qui est ultra compliqué. Je pourrais vous donner des références. Il y a un gros rapport en fait qui a été publié par l'équipe qui a généré le PRSIP. Et donc ça, le P, il veut dire partiel, parce qu'en fait, leur récipé total, il porte sur énormément d'indicateurs environnementaux. Et en fait, ils ont montré qu'on pouvait, quand on n'avait pas des données sur tous les impacts,
qu'on pouvait calculer une version partielle qui permettait d'être très corrélée, on va dire, au P-récipient global. Mais ça, il existe des tableurs, et cetera, pour, savoir, quel coefficient il faut prendre. Je pourrais partager ces informations-là avec vous. Parce que on les a cherchées, les informations, et c'est pas forcément trivial de les trouver du premier coup. Donc, pour les personnes intéressées, je pourrais vous partager ça. Pour la suivante, Oui, alors Jean-Jacques. la question de Béatrice Trottin de Danone, comment expliquer que le modèle de réduction graduelle des émissions agisse en premier sur la réduction des produits laitiers avant même la réduction de viande rouge, alors que l'effet santé n'est pas du tout le même? Ah bah, alors ça, c'est une histoire de compromis, en fait. C'est-à-dire que, on va avoir, une diminution, des produits laitiers dans un premier temps jusqu'à un certain seuil. Mais, en fait, les produits laitiers, ils vont diminuer graduellement au fur et à mesure du modèle, comme la viande de ruminant. Mais en fait, je pense que cette, diminution importante, qui est mentionnée, c'est la diminution entre le régime observé et le régime 0, qui est le régime, qui a toutes les contraintes, notamment nutritionnelles, sans toucher aux gestes. C'est-à-dire juste si les gens mangeaient ce qu'il faut pour être en bonne santé au regard des références nutritionnelles. Et dans ces modèles-là, il y a déjà une réduction des produits laitiers parce que les gens en consomment trop. Alors justement, ça amène à la question suivante de Véronique Guerne. Donc, avec la modélisation de réduction des produits laitiers, quelle quantité cela donne par jour? Arrivez-vous à couvrir les besoins en calcium, iode et B12 avec ces quantités? Car vous avez pris zinc et fer, mais le reste a-t-il été pris en compte? Oui, oui. En fait, on a pris, le fer et le zinc de manière, on va dire, plus fine, en intégrant la notion de biodisponibilité du fer et du zinc, parce qu'on sait que ça, c'est problématique dans les végétaux. Mais on a tous les autres nutriments. On a 42 contraintes nutritionnelles. On a bien sûr, l'iode, le calcium, la B12, on a tout ça. Nos régimes, on on va faire varier un paramètre, d'importance qui ici est la réduction graduelle des gestes, mais le modèle standard de départ, c'est de répondre aux références nutritionnelles. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des compromis, et ça, il faut toujours avoir en tête en optimisation que c'est très lié à la fois aux contraintes et aux données disponibles. C'est-à-dire que si on se focalise sur les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre de la viande de monogastrique, donc volaille et porc, c'est 2 fois moins que la viande de ruminant. Donc c'est sûr que le modèle, il va aller vers une baisse de la viande de ruminant. Mais c'est parce qu'on s'est focalisé sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que si on regarde d'autres, problématiques comme la pollution du sol, la pollution des eaux, et cetera, si on avait intégré ça comme fonction, on aurait eu d'autres choix de compromis, mais sur les gestes, c'est les ruminants qui jouent. Et d'ailleurs, on a, publié un article très récemment avec Hélène, pour travailler justement sur ces histoires de compromis entre les différents indicateurs environnementaux, en essayant de travailler sur le compromis entre utilisation de l'eau et émissions de gaz à effet de serre. Et donc en fait, il y a certains aliments qui vont aller dans le même sens, mais il y a aussi des aliments qui sont, en conflit sur les 2. Et donc si on veut à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre et à la fois réduire l'utilisation de l'eau, ça ne va pas être les mêmes aliments qui vont être sélectionnés par les modèles. Donc là, les résultats, ils sont très liés au fait qu'on a réduit les émissions de gaz à effet de serre. Mais si on avait regardé d'autres indicateurs environnementaux, peut-être que ce qui aurait été sorti du modèle, c'était la volaille et le porc. Pour les céréales complètes et les antinutriments, faites-vous une différence selon le process? Par exemple, pour le pain, entre fermentation avec levure, avec levain? Non. Comme j'ai rappelé, tout au début, en fait, ici, on a des analyses de cycle de vie, qui sont à la ferme, et donc après, pour ce qui est des données purement alimentaires, nous, on est dans des cohortes avec 35 000, personnes. On travaille sur des aliments génériques.
Avec mon équipe Prospect, nous nous intéressons aux transitions alimentaires vers des régimes plus sains et durables par différentes approches, dont des approches de modélisation et d'optimisation de régime dont je vais vous parler aujourd'hui, dont d'ailleurs beaucoup sont menés en collaboration avec Emmanuel qui vient de vous présenter d'autres travaux. Donc, merci à Basile Ché ainsi qu'aux instituts qui organisent ce séminaire pour leur invitation à vous présenter ces travaux qui viennent d'être récemment publiés ici. Alors, nous nous sommes intéressés dans ces travaux à la proportion adéquate de protéines végétales dans le régime, question qui est actuellement très débattue et pas encore résolue, car les sources animales et végétales de protéines entretiennent en fait des relations assez contrastées avec l'adéquation nutritionnelle, la santé et la durabilité. Commençons par l'adéquation nutritionnelle, qui consiste en la satisfaction des besoins en nutriments. Pour assurer le bon fonctionnement de l'organisme, il s'agit d'assurer des apports qui soient suffisants tout en restant non excessifs, c'est-à-dire respecter les références nutritionnelles qui définissent les valeurs minimales et maximales pour chacun de ces apports. Eh bien, il se trouve que les aliments animaux et végétaux n'apportent pas les mêmes sources de nutriments, ce qui fait qu'un équilibre entre ces deux sources est nécessaire, puisque par exemple les produits animaux apportent fer, zinc, iode ou vitamine B12, mais leur trop grande consommation peut engendrer des apports trop grands, néfastes d'acides gras saturés. Et à l'inverse, les produits végétaux sont nécessaires pour apporter différents nutriments, dont notamment des fibres. En outre, l'équilibre entre sources animales et végétales impacte la santé à plus long terme, cette fois-ci dans sa dimension diététique, d'équilibre entre grandes familles d'aliments. Et il a été montré que les régimes plus végétalisés induisent une moindre charge de morbimortalité du fait de maladies chroniques, puisque les études épidémiologiques ont montré que, par exemple, la consommation de viande rouge ou de charcuterie étaient des facteurs de risque pour certains cancers, diabète et maladies cardiovasculaires, tandis qu'à contrario, les produits céréaliers complets, les fruits et légumes étaient plutôt protecteurs vis-à-vis de ces pathologies. Par ailleurs, les régimes plus végétalisés sont connus. Là, vous voyez, c'est des régimes qui sont de plus en plus végétalisés. Ils sont connus pour avoir une empreinte environnementale qui va en général décroissant, comme par ici pour le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui fait que ces régimes plus végétalisés, ils seraient meilleurs pour la santé humaine comme planétaire, selon le concept One Health. Néanmoins, ces régimes plus végétalisés sont réputés peu acceptables culturellement car éloignés de nos habitudes de consommation actuelles. Donc vous voyez qu'il existe des conflits entre ces différentes dimensions, à savoir celle des nutriments et de la faisabilité qui penchent plutôt en faveur des sources animales, tandis qu'à contrario, la santé humaine et planétaire penchent plutôt en faveur des sources végétales. Donc, dans ce travail, notre premier objectif était d'identifier la gamme de valeurs adéquates du taux de protéines végétales dans le régime et de déterminer s'il en existait une valeur optimale. Alors, tout d'abord, du point de vue uniquement nutrition-santé, c'est-à-dire qui intègre ces deux premières dimensions. Et ensuite, nous souhaitions intégrer les autres dimensions pour déterminer quel taux de protéines végétales visait dans le régime pour minimiser l'impact environnemental de notre alimentation tout en préservant au mieux nos habitudes alimentaires. Donc, les données que nous avons utilisées dans ce travail regroupent tout d'abord des données de consommation alimentaire. Alors, de l'étude 1K3, qui est la plus récente, qui soit représentative de la population française, nous avons utilisé ainsi des données de consommation de plus d'un millier d'adultes, alors de moins de 65 ans. Première approche, on s'était restreint, on n'avait pas considéré les seniors, des adultes qui étaient non sous-déclarants. Et ces données de consommation ont été complétées par les données SQL de composition nutritionnelle des aliments afin de pouvoir calculer les apports en nutriments à partir des données de consommation alimentaire. Nous avons également utilisé les références nutritionnelles les plus récentes de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour définir les apports requis et à ne pas dépasser en 35 vitamines, minéraux et macronutriments, certaines de ces valeurs étant sexe spécifiques. Et puis, nous avons en outre utilisé les données épidémiologiques les plus récentes du Global Burden of Disease, ou GBD, qui a identifié les catégories d'aliments dont la sous- ou surconsommation actuelle entraîne des maladies chroniques et constitue donc des facteurs de risque alimentaire, qui a également estimé les DALYs, les années de vie perdues par mortalité prématurée ou incapacité préalable du fait des pathologies, spécifiquement en France, c'est ces données-là que nous avons utilisées. Et puis, le GBD établit aussi des valeurs de consommation cible qu'il faudrait atteindre pour annuler ce fardeau de morbimortalité d'origine alimentaire. C'est ce qu'on appelle les TMREL. Et enfin,
Nous avons utilisé les données Agribalise, cette fois, les plus récentes, fournies par l'ADEME, concernant les impacts environnementaux des aliments, qui reposent sur des analyses de cycle de vie et qui intègrent les différentes étapes de la fourche à la fourchette, hein, donc production, transformation, transport jusqu'à la consommation, avec 16 indicateurs différents, les classiques, pas d'indicateurs de biodiversité, mais à peu près tous les autres, ainsi qu'un score global qui les intègre en les pondérant par leur importance et robustesse relative, comme préconisé par la Commission européenne. Alors, l'analyse de ces données nous a tout d'abord permis de faire un état des lieux et de montrer que les régimes français actuels ne contiennent qu'un tiers de protéines végétales, qu'ils sont inadéquats du point de vue nutritionnel, notamment excessifs en sodium et acides gras saturés et insuffisants en fibres et en calcium, mais qu'ils sont aussi inadéquats d'un point de vue diététique, car trop riches en aliments délétères pour la santé et inversement trop pauvres en aliments bénéfiques. Si vous regardez ici les données de mortalité les plus récentes du GBD qui concernent spécifiquement la France, avec en regard ici les données de consommation correspondantes, vous voyez que ce sont chaque année près de 250 000 années de vie qui sont perdues du fait de la surconsommation de viande rouge. Les surconsommations délétères sont indiquées en rouge et les sous-consommations aussi qui sont délétères pour la santé sont représentées en vert. Du coup, pour la charcuterie, c'est environ 135 000. Et pour ce qui est boissons sucrées, type soda, jus de fruits, c'est environ 30 000. Et puis, vous voyez par contre que la sous-consommation donc des produits céréaliers complets, des fruits, des légumineuses, des légumes, des fruits à coque et du lait sont elles aussi génératrices de nombreuses années de vie perdues. Alors, par des méthodes d'analyse comparative du risque, comme je vous l'ai dit, le GBD établit les valeurs cibles qu'il faudrait atteindre pour minimiser ce fardeau de morbimortalité. Ce sont les TMREL. Et en 2020, il a dit qu'il fallait purement et simplement annuler, tendre vers des valeurs nulles de consommation de ces aliments délétères, tandis qu'il fallait tendre vers des consommations très élevées de ces aliments bénéfiques, en tout cas beaucoup plus élevées que leur valeur actuelle en France. Alors, partant de ce constat, nous avons optimisé les régimes français comme suit. Le régime moyen observé des hommes et des femmes était représenté par les consommations moyennes de 45 groupes d'aliments, à partir desquels étaient calculés les apports en 35 nutriments. Ensuite, nous avons optimisé le régime de chaque sexe. Alors, chaque sexe, parce que comme je vous l'ai dit, certains besoins sont sexe spécifiques. Et nous l'avons optimisé de manière multicritère et sous contrainte. Pour estimer les consommations optimisées des 45 groupes d'aliments, assurant cette fois des apports en nutriments adéquats. Alors, multicritères, le premier critère était un objectif santé. On cherchait ainsi à minimiser une fonction de risque santé qui s'annulait quand chacune des consommations des 3 aliments délétères atteignait sa valeur nulle de TMREL et quand chacune des consommations des 6 catégories favorables atteignait sa valeur élevée de TMREL. Avec les différents éléments qui étaient pondérés dans ce critère unifié par leur impact relatif en termes de DALYS. Pardon. Le second critère d'optimisation était un objectif d'acceptabilité, c'est-à-dire que nous cherchions à minimiser l'écart entre les consommations prédites et les consommations observées, et cette fois-ci pour les 45 familles d'aliments, hein, plus juste les 3 plus délétères plus 6 favorables, pour l'ensemble des 45 familles d'aliments constituant le régime. Et en complément de l'objectif santé, nous avions un premier jeu de contraintes qui visait à assurer la sécurité nutritionnelle ici, en tenant compte notamment de la biodisponibilité du fer, du zinc et des protéines. Et puis en complément de l'objectif d'acceptabilité, nous avions un second jeu de contraintes d'acceptabilité qui visait à s'assurer que les consommations optimisées de nos 45 groupes d'aliments restent bien entre leur 5e et 95e centile de consommation observée dans le régime initial. En outre, comme nous cherchions à analyser finement le rôle du taux de protéines végétales, nous avons ajouté une contrainte de type grille sur sa valeur, c'est-à-dire que nous avons mené le processus d'optimisation X fois pour chacune des modalités X du taux de protéines végétales, avec X allant de 0 à 100% par pas d'augmentation de 5%. En outre, notre finalité étant cognitive, l'optimisation multicritère a été menée de manière hiérarchique en 2 étapes successives afin de faire primer la santé sur l'acceptabilité. Dans la première étape, nous cherchions
pour chacune des modalités du taux de protéines végétales possible, quelle était la valeur minimale du risque santé qui était atteignable. Et dans une seconde étape, nous retenions le régime le plus proche du régime observé qui permette d'atteindre cette valeur minimale du risque santé. Alors, voici les résultats obtenus. Vous avez en abscisse les taux de protéines végétales pour lesquels le modèle convergeait bien vers une solution et en ordonnée le détail de chaque régime identifié avec ses consommations cumulées des différentes grandes familles d'aliments. Vous voyez qu'il y a de légères différences entre sexes, là c'est les hommes, les femmes et puis population entière moyenne des deux, mais que globalement, la gamme de taux de protéines végétales identifiés comme compatibles avec les contraintes de sécurité nutritionnelle que nous imposions, elle s'étendait de 15 à 80% environ. Ça, c'était vrai dans le contexte des contraintes d'acceptabilité que nous considérions. Et par une analyse de sensibilité, on a vu que notamment en débornant certaines consommations autorisées, on pouvait élargir cette gamme. Dans notre contexte général, en outre, une analyse des valeurs duales qui sont fournies par l'algorithme d'optimisation nous a permis d'identifier les contraintes nutritionnelles limitantes, c'est-à-dire ce qui posait problème nutritionnellement et qui nous empêchait d'identifier des régimes en deçà de 15% de protéines végétales ou au-delà de 80%. Eh bien, pour les régimes en deçà de 15%, ce qui posait problème, c'était qu'on n'arrivait plus à assurer des apports en fibres suffisants et des apports en acides gras saturés non excessifs. Et ce qui nous intéresse davantage, au-delà de 80%, ce qui posait problème, c'était l'iode, effectivement, la vitamine B12, le fer biodisponible, le calcium et puis des oméga-3 de type EPA et DHA. Alors là, juste pour vous montrer les valeurs duales en question, je passe vite sur celles qui posent problème à gauche au voisinage des taux de protéines végétales les plus bas qu'on puisse identifier, c'est les fibres et les acides gras saturés qui s'allument et qui deviennent de plus en plus contraignants. À droite, ce qui se passe au voisinage des valeurs les plus élevées qu'on puisse identifier de taux de protéines végétales, on voit d'ailleurs leur force relative parce qu'elles sont normalisées. Et bien dans les deux sexes, c'est l'iode qui pose problème, la première. Vous avez ici l'évolution des apports en iode au fur et à mesure de notre végétalisation. La ligne, c'est le besoin qu'il s'agit de satisfaire, donc il faut être au-dessus. Vous voyez que plus on va vers la droite, plus ça devient compliqué et que néanmoins, c'est permis le plus longtemps possible en gardant des apports en produits laitiers qui sont représentés ici en crème et en produits de la mer qui sont présentés ici en bleu suffisants. Mais ensuite, au-delà, quand on oblige à une végétalisation plus forte, ben, ça devient plus possible. Pour la B12, ensuite, chez l'homme, ce qu'on avait, c'est que c'était la B12 qui posait assez rapidement problème, tandis que chez la femme, c'était plutôt le fer biodisponible. Et vous voyez là, dans ces deux représentations, que c'était du fait de la suppression de la viande rouge, ici représentée en rouge, qu'on avait justement des problèmes pour assurer ces apports. Même s'ils étaient un petit peu aidés par la volaille un temps, mais ensuite la volaille qui ici en violet se mettait à disparaître aussi, et du coup, ça devenait problématique à droite. Alors, s'il y a ces patterns de régime identifiés pour chaque taux de protéines végétales compatible avec nos contraintes de sécurité nutritionnelle, je mets en surimpression les valeurs de fonction objectif correspondantes. Vous voyez en bleu, pour la fonction du risque santé, que ce qui est intéressant, c'est que sur toute cette gamme 25-70%, on arrivait à une valeur du risque santé nulle. Ça veut dire qu'il n'existe pas de taux de protéines végétales optimal d'un point de vue nutrition santé, mais un éventail assez large de possibilités équivalentes. Quand on regarde maintenant en rose la fonction diet departure, on voit qu'en réalité, il n'existe pas non plus de taux de protéines végétales optimal du point de vue de la proximité alimentaire, car en fait, tous les régimes sains dans la gamme 35-65% étaient similairement éloignés de l'observé, en l'occurrence très éloignés, puisqu'ils n'avaient plus qu'une similarité de l'ordre de 50% avec le régime initial observé, c'est-à-dire que la moitié des consommations avait été gardée, l'autre moitié avait été complètement remaniée. Ça veut dire qu'atteindre des régimes plus sains nécessite de lutter activement contre l'inertie alimentaire. Alors, si je commente maintenant un peu plus avant l'évolution des produits animaux ici au fur et à mesure de la végétalisation, comme je vous le disais, en fait, au début, il y a de la viande rouge, après, il n'y a plus que de la volaille, elle finit par disparaître et les seuls aliments animaux qui persistent pour nos régimes les plus végétalisés, c'est les produits laitiers et les produits de la mer. Si on fait un focus sur les viandes qui étaient sinon un peu écrasées ici, vous voyez qu'à la variabilité initiale
de type de viande consommée, l'algorithme va nous supprimer la viande rouge et la charcuterie qui sont délétères, hein, on cherche à en mettre des quantités nulles selon les données du GBD, et on va remplacer par de la volaille qui va ensuite diminuer progressivement au fur et à mesure où on force à la végétalisation, et on finit par atteindre des régimes sans viande des 2 tiers de protéines végétales en viande. Alors, ces régimes sans viande, du fait, ils sont suspectés d'être à risque pour l'apport protéique. Or, quand on regarde ici ce qu'on avait en termes d'apport protéique total et ces différents contributeurs alimentaires, on voit que là, ça ne posait pas de problème. On restait bien toujours au-dessus du besoin, qui est de 0,83 grammes par kilo et par jour. Pourquoi? Parce que les produits végétaux prenaient bien le relais des produits animaux. Même après la disparition de la volaille, on gardait une marge de sécurité assez confortable. C'était la même chose pour les acides aminés individuels. Là, vous retrouvez les protéines, voilà, l'évolution qu'il y a là. Et même pour les différents acides aminés indispensables, pareil, on n'avait pas de problème, même une marge de sécurité très confortable. Donc, ça veut dire que la végétalisation ne pose pas de problème d'apport en protéines ou en acides aminés indispensables, enfin, tout au moins si elle est bien menée. Tandis qu'elle pose d'autres problèmes nutritionnels, hein, comme on l'a vu, l'iode, la vitamine B12 ou encore le fer biodisponible. Alors maintenant, qu'en est-il des impacts environnementaux de ces régimes? Voyez que là, pour le changement climatique et l'utilisation des terres, vous avez une belle diminution progressive au fur et à mesure de la végétalisation, avec à 70% de protéines végétales, soit à l'extrême droite hein, de notre fenêtre de pleine santé, une baisse de 43% versus l'impact initial des régimes pour ces 2 indicateurs. Alors ça, c'était permis notamment par la suppression de la viande rouge et ensuite la diminution de la volaille, qui étaient les principaux contributeurs à ces impacts dans nos régimes initiaux. Pour ce qui est de l'utilisation des ressources fossiles, on a cette même chute progressive, mais elle est plus ténue, hein, moins 15% au maximum. Alors plus ténue pourquoi? Parce que la viande rouge n'en est pas un contributeur majeur. Par contre, les fruits et légumes y contribuent fortement. Or, ils augmentent beaucoup dans tous nos régimes sains hein, pour atteindre les valeurs de TMREL élevées du GBD. Par contre, pour ce qui est de l'utilisation de l'eau, là, au contraire, on avait un pattern complètement opposé puisqu'on avait une dégradation systématique par rapport à l'observé, avec une augmentation de l'ordre de 40% pour tous nos régimes sains du fait de leur plus forte teneur en fruits et légumes, qui constitue le contributeur majeur à cet indicateur. Et au global, sur le score unique d'empreinte environnementale, on avait, comme pour les GES, une baisse progressive et à l'extrême droite de notre fenêtre de pleine santé, une baisse de 34, enfin d'un tiers, disons, de cet indicateur. Donc, au sein de cette fenêtre de risque santé minimum, eh bien, les régimes les plus végétalisés sont aussi les plus durables, en accord avec les nombreuses données de la littérature dont vous a aussi parlé Emmanuel. Alors, précisons que les empreintes environnementales là, que je vous ai montrées, moi, je les avais évaluées simplement en sortie, en analyse d'impact, contrairement à Emmanuel, par exemple, qui, ce qu'elle vous a présenté, elle a essayé de les minimiser. Donc, on a essayé de savoir où on se situait sur les améliorations effectuées par rapport à l'amélioration maximale théoriquement réalisable de ces critères, c'est-à-dire celle à laquelle on serait arrivé si on avait optimisé les régimes sur leur impact environnemental plutôt que sur leur acceptabilité. Mais là encore, toujours sans rien transiger en nutrition santé, toujours en requérant un risque santé minimisé. Eh bien, nous avons obtenu que le changement climatique et l'utilisation des terres pouvaient être diminués de 50% au maximum par rapport à l'observé. Dans notre cas de texte particulier de contraintes d'acceptabilité, notamment par des analyses de sensibilité, on a vu que si on voulait les réduire davantage, il faudrait déplafonner certaines consommations, notamment celles de légumineuses et d'oléagineux. Eh ben, du coup, à 43% par rapport aux 50% possibles, eh ben, on était déjà à 85% du réalisable avec nos régimes végétalisés passivement, sans piloter par l'environnement. Pour les ressources énergétiques et les ressources en eau, là, on avait l'amélioration théoriquement possible n'était déjà plus que de 30%. Et du coup, pour l'énergie, on est arrivé à la moitié, tandis que pour l'eau, ça n'avait pas marché, hein, puisqu'on avait une détérioration systématique, quel que soit le niveau de végétalisation. D'ailleurs, une détérioration systématique dans tous les régimes sains, riches en fruits et légumes. Et pour le score unique, ben là, on était aux 3/4 de l'amélioration réalisable avec une végétalisation non pilotée par l'environnement. Alors, ce que ça veut dire, c'est que la végétalisation de l'apport protéique, c'est un levier puissant pour la durabilité environnementale, même quand elle n'est pas guidée ou dirigée en ce sens, avec un point de vigilance néanmoins pour l'eau.
Alors là, c'est pour vous détailler ce qui se passe justement quand on optimise en second critère sur ces critères environnementaux plutôt que sur l'acceptabilité. Vous voyez que logiquement, quand on pilote par les gestes, ben, on va arriver à les améliorer un peu plus, mais enfin, juste un peu plus. Par contre, ce que ça change, c'est que clairement, ça pousse davantage à la végétalisation des régimes parce que là, les vrais optimums, ils sont beaucoup plus à droite, hein, à l'extrême droite de notre fenêtre de pleine santé. Tandis qu'avec l'acceptabilité, on avait une gamme plus large de possibilités équivalentes. Quand on optimise sur l'eau, cette fois-ci en second critère, eh bien, on arrive à la réduire alors qu'avant, en fait, elle était détériorée. Mais on arrive à la réduire, là encore, avec des régimes très végétalisés, mais finalement avec des patterns de régime qui ressemblent pas mal aux patterns précédents, et notamment avec des fortes teneurs en fruits et légumes. Alors, ce qui change et ce qui explique cet effet-là qu'on soit arrivé à baisser l'utilisation de l'eau, c'est qu'on a été choisir au sein notamment des fruits, des grandes familles de fruits qui sont moins dispendieuses en eau, plus économes. Et puis, sur le score global, c'est pareil, on arrive à le baisser un peu plus qu'il ne baissait spontanément, avec des régimes très végétalisés et là encore, avec des patterns d'apport assez similaires finalement, à ces régimes, précédents. Donc, pour conclure sur ce point, les considérations environnementales, elles poussent à une végétalisation plus poussée, plus importante des régimes que les simples considérations de santé. Et il y a aussi une conciliation possible entre ces dimensions des gestes et du water use. Comme vous l'a dit Emmanuel, on a exploré ça de manière très systématique dans un article là à paraître. Mais globalement, notre résultat majeur, c'est que si on pilote sur l'eau, on est sûr de ménager les gestes, ou presque au mieux, tandis que l'inverse n'est pas vrai. Si on pilote sur les gestes, on n'est pas sûr de ménager l'eau, parce qu'en fait, les aliments économes en eau sont en général faiblement émetteurs, mais l'inverse n'est pas vrai. Tous les aliments faiblement émetteurs ne sont pas économes en eau. Alors, pour finir, nous avons répété cette analyse-là que je vous ai présentée jusqu'ici, qui a été menée chez l'adulte jeune de moins de 65 ans à besoin protéique normal. On l'a répétée chez la personne âgée de plus de 65 ans. Pourquoi? Parce que ces personnes âgées sont susceptibles d'avoir un besoin protéique accru et qu'on considère un besoin normal ou accru, finalement, ça ne change pas grand-chose et la gamme de taux de protéines végétales qui soit compatible avec la sécurité nutritionnelle et la pleine santé reste assez similaire, quel que soit donc l'âge et le besoin considéré. Simplement, chez la personne âgée, vous voyez qu'en fait, cette zone rose qui marque les régimes prédits qui étaient les plus proches des observés, eh bien, se déplace un peu, a tendance à descendre. Ça veut dire que chez la personne âgée, pour atteindre des forts taux de végétalisation protéique, il faudra lutter encore de manière plus importante contre l'inertie alimentaire. Et deuxième point de différence, quand on considère un besoin protéique accru, eh bien, cette contrainte devient un peu plus limitante pour la constitution des régimes végétalisés, c'est-à-dire qu'ils doivent être bien pensés pour assurer un apport protéique accru, mais ils le peuvent. Alors pour conclure, tout d'abord en deux temps, tout d'abord du point de vue nutrition santé, on a ici identifié les gammes de taux de protéines végétales adéquates avec sécurité nutritionnelle et risque de santé minimal. On a vu qu'il n'y avait pas de valeur optimale, mais bien une gamme de solutions possibles équivalentes, assez peu de différences selon le sexe et l'âge. On a identifié les freins nutritionnels à la végétalisation, notamment l'iode, la B12 ou le fer biodisponible, mais pas les protéines ni les acides aminés indispensables. On a vu que on ne pouvait pas aller au-delà de 80% de protéines végétales avec le répertoire actuel, que pour ça, il fallait envisager une supplémentation, un enrichissement ou le développement de nouveaux produits permettant de sécuriser ces apports. Et puis, un enseignement important en santé publique, c'est que tous ces régimes sains sont tous très distants des régimes actuels et qu'il faut, pour améliorer la santé, lutter fortement contre l'inertie alimentaire et d'autant plus chez les personnes âgées. Et puis, du point de vue environnemental, on a vu que ce sont surtout les considérations environnementales, davantage que les considérations de santé, qui poussent à une végétalisation élevée de l'apport protéique. Il faut faire attention à la demande en eau, car les régimes sains sont riches en fruits et légumes qui peuvent être du coup très dispendieux en eau. Et ce risque est évitable par un choix raisonné, notamment de fruits plus économes en eau, et que à cette condition-là, tous les impacts environnementaux, en tout cas tous ceux qu'on a testés, peuvent bien diminuer de concert au fil de la végétalisation. Alors, à quelle gamme d'amélioration on arrive quand on passe d'un tiers de protéines végétales, comme actuellement, à 2 tiers
comme à l'extrême droite de notre fenêtre de pleine santé. On a gagné quoi? On a gagné 1/3 d'impact environnemental global. C'est à la fois beaucoup et peu. Et des améliorations plus notables nécessiteraient de repousser les limites d'acceptabilité qu'on a considérées ici, c'est ce qu'on a vu par des analyses de sensibilité, et notamment de déplafonner les consommations de légumineuses et d'oléagineux, ou bien là encore, parce que jusqu'à présent on fonctionnait à répertoire constant, d'avoir dans notre répertoire alimentaire des nouveaux produits nous permettant d'avoir des améliorations supplémentaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remercie les personnes qui m'ont aidé, tous les collègues dans leur genèse et dans la genèse et la réalisation de ce travail. Et là, vous avez une photo de notre équipe et à votre disposition pour répondre à vos questions. Il y a une question qui a été posée, qui était sur cette notion d'inertie alimentaire. Et puis alors, ensuite, elle a été beaucoup réutilisée dans la présentation, donc c'est peut-être clarifié, mais est-ce qu'on pourrait bien la définir et voilà. Alors en fait, oui, c'est-à-dire que dans les régimes qu'on développe, avec Emmanuel, c'était la même chose. On essaie parfois de trouver des compromis entre ce qui serait bon pour la santé et puis ce qui paraît faisable d'un point de vue des habitudes de consommation. Donc moi, là, dans ce problème-là, dans cette étude que j'ai menée aussi d'ailleurs en collaboration avec Emmanuel, on avait traité, on voulait vraiment voir ce qui était bon pour la santé. Donc on a essayé de traiter le problème de manière hiérarchique. On a fait primer la santé sur l'acceptabilité. En plus, l'acceptabilité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à estimer, à approcher. On n'a pas d'indicateur fiable là-dessus. Donc, on l'estime classiquement en se disant, ben, moins on s'éloigne des habitudes de consommation actuelles, a priori, plus ça devrait être acceptable. Mais ça, c'est pas non plus très, très sûr, hein. Voilà. Donc, ce que j'appelle l'inertie alimentaire, c'est ça. C'est un peu le fait de cette représentation qu'on se fait de se dire que finalement, si on change pas trop de choses, eh ben, ça va être plus acceptable. Mais là encore, ça reste à être démontré. Il y a d'autres questions qui concernant les carences, et en particulier la vitamine B12. Donc Marine Pouy-Faucon indique que la vitamine B12 est déjà donnée aux animaux d'élevage. Donc est-ce qu'on la retrouve autrement dit dans le régime carné? Et puis est-ce que les carences chez les végétariens sont maintenant bien mesurées? Est-ce que vos travaux se rapportent aussi à ces travaux peut-être qui sont plus anciens? Alors oui, en effet, ben, les gens qui font des transitions vers des régimes végétaliens ou végétariens, en général, ont conscience qu'il y a besoin d'une supplémentation, notamment en B12. Je pense que c'est une des choses qui est la plus connue. C'est clair que, voilà, du fait de la faible teneur en B12 des produits végétaux, c'est quelque chose qui pose problème pour les apports, pour les régimes les plus végétalisés. Comme on Ok. l'a vu, nous, Ouais. c'est ça. Et l'iode aussi, l'iode qui est beaucoup apporté par les produits de la mer ou les produits laitiers. J'aurais peut-être pas dû finir de partager mon écran pour vous remettre les diapos, mais voyez, clairement, nous, les seuls produits animaux qui restaient pour les régimes les plus végétalisés, et encore, on n'arrivait pas à aller au-delà de 80%, mais aux abords de 80%, ce qui restait, les produits animaux qui restaient, c'était produits laitiers et produits de la mer, pour sécuriser les apports, notamment en iode et en calcium, en effet. En faisant une petite revue de la littérature, j'ai eu quand même l'impression qu'on a des effets très nets des produits à base de viande transformés sur la mortalité et l'incidence de maladies chroniques, et qu'à chaque fois dans les études, on est dans des effets de taille intermédiaire pour ce qui est de la viande rouge. Et donc, la viande rouge, voilà, dans cette quantification d'effets, ça doit à la fois faire intervenir des produits très transformés, des produits moins transformés. Donc, moi, tout ça me faisait me demander si est-ce qu'on est vraiment totalement confiant de l'effet de la consommation de viande rouge sur l'incidence de maladies chroniques et la mortalité, ou est-ce qu'on n'a pas ici quand même surtout un effet de la transformation des éléments. Enfin, en regardant comme ça plusieurs articles dernièrement, j'avais ce petit doute qui me. Tu veux que je réponde, Hélène? Allez, je t'en prie. Alors, en fait, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est connu et reconnu. Quand on parle de viande rouge, on parle de la viande, en fait, c'est la viande de boucherie hors volaille. Donc, en fait, quand on parle de viande rouge au sens épidémiologique qui est associée à des effets délétères sur la santé, donc notamment mortalité, maladies cardiovasculaires, cancer colorectal, et cetera, c'est la viande de bœuf, la viande d'agneau et la viande de porc. On met le porc dans la viande rouge au sens épidémiologique du terme.
Tout ce qui est viande transformée, ce qu'on appelle en anglais les processed meats, c'est la charcuterie. Mm. Donc, c'est quasiment exclusivement du porc en France. Mais les deux sont des gros facteurs de risque de pathologie qui d'ailleurs sont repris dans les estimateurs du GBD, dont Oui. a parlé Hélène. Ouais. Mais pour le coup, sur ce qui est de la documentation de ces associations, il n'y a plus aucun doute là-dessus, quoi. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, pour la santé, hein, je parle pas pour l'environnement, l'idée n'est pas forcément de faire baisser drastiquement tout le monde. En fait, le vrai enjeu sur le plan de la santé, c'est de faire diminuer les gros consommateurs. C'est-à-dire que ce sont vraiment les consommations importantes qui vont avoir des effets très néfastes sur la santé. Et donc, l'idée est de faire baisser la consommation des très gros consommateurs. Après, pour les petits consommateurs, l'enjeu sur la santé, il est bien moindre. En revanche, quand on s'intéresse aux co-bénéfices santé-climat, là, on va essayer de réduire encore davantage la consommation de viande rouge. Et donc, la distinction va plus être la même. C'est-à-dire que si on est dans une vision climatique, on va séparer les ruminants des monogastriques. Donc, en fait, la distinction viande rouge charcuterie, viande rouge charcuterie n'existe plus vraiment, puisqu'on va mettre la viande de porc fraîche avec la charcuterie dans la viande de porc. La classification n'est pas la même, en fait, si on s'intéresse aux aspects santé et si on s'intéresse aux aspects climat. Il y avait une question dans le chat sur la consommation d'eau de l'élevage, qui est importante. Ouais. Est-ce que, si on généralise aux impacts écologiques en général de l'élevage, est-ce que vous différenciez les impacts de l'élevage extensif, l'élevage de prairies ou de l'herbe, l'élevage des ruminants qui vont manger de l'herbe, et l'élevage intensif qu'on trouve dans les grandes fermes, par exemple, Mm. qui n'ont sans Alors, doute pas les mêmes impacts écologiques? ouais, ils n'ont pas les mêmes impacts. Alors, à ma connaissance, en fait, ça dépend si on parle des vaches allaitantes ou des vaches laitières. Et donc, pour les vaches laitières, la demande en eau va être très supérieure aux vaches allaitantes, qui vont être davantage effectivement en prairie. Mais de toute façon, en termes de pourcentage par rapport au nombre de têtes en bétail, une grande partie, c'est pas de l'extensif, hein, c'est de l'intensif. Mais l'élevage utilise beaucoup d'eau. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte d'inversion quand on fait des modèles d'optimisation. C'est-à-dire que comme on végétalise le régime et qu'on va avoir globalement plus de fruits et légumes dans les régimes optimisés, en fait, c'est la contribution des fruits et légumes qui va devenir importante dans les impacts restants. Ça ne veut pas dire que l'élevage est plus demandeur en eau que le maraîchage. Mais comme on réduit l'élevage par optimisation en fonction de ce qu'on a mis comme variable de pilote, l'élevage devient très périphérique et donc du coup, c'est la contribution des fruits et légumes dont la contribution augmente. Pour l'eau, dans Agribalis, c'est que l'eau bleue. Il n'y a pas l'eau verte et il n'y a pas l'eau grise. Donc, comme on est uniquement sur l'eau bleue, on va regarder l'eau d'irrigation, effectivement. Donc, effectivement, c'est très spatialisé, etc. Et ça, il faut savoir que c'est une des limites de l'analyse de cycle de vie, c'est qu'en fait, on travaille sur des itinéraires techniques moyens. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas prendre en compte cette spatialisation. En revanche, aujourd'hui, il y a de plus en plus de projets territoriaux qui se développent, où là, justement, on essaye de traduire les analyses de cycle de vie à des échelles spatiales et temporelles qui vont être différentes de l'analyse de cycle de vie générique comme elle peut exister dans Agribalise. Mais on travaille sur des populations, donc que ce soit pour le détail des aliments ou que ce soit pour les indicateurs environnementaux, on est sur des aliments génériques, sur des moyennes. On est obligé Oui. parce qu'on ne peut pas prendre les spécificités territoriales, spatiales, temporelles, individuelles. On n'est pas du tout à cette échelle-là, en fait, même si on est beaucoup plus précis que d'autres exercices de prospective qui peuvent exister à l'échelle monde, par exemple, où là, c'est encore moins fin. Ouais. Mais ce qui est important, voilà, de préciser peut-être pour tout le monde, c'est que nous, on n'est pas à l'échelle de l'aliment. Toi non plus, tu n'étais pas à l'échelle de l'aliment, là, dans tes optimisations que tu as montrées ici, sur Bionutrinet. Tu étais à l'échelle de Ouais, l'aliment? j'étais à l'échelle de l'aliment. D'accord. Moi, sur ce que je vous ai montré, j'étais vraiment à l'échelle des catégories. Donc, j'avais des catégories de fruits
qui se distinguait. Voilà, il a été me choisir celles qui étaient les plus économes en eau. Et ce faisant, voilà, il arrivait, et les légumes pareil, il arrivait à avoir des impacts en eau qui étaient amoindris. Tandis que si je ne lui précise pas ça, eh bien, il ne va pas faire attention à ce critère. Et effectivement, on va arriver à des critères d'utilisation d'eau, une utilisation de l'eau qui est très dégradée. Vous avez parlé du soja, entre autres, et son augmentation dans les régimes à base de protéines végétales. Est-ce que vous avez des estimations, parce que ces steaks végétaux qui sont souvent produits par l'industrie sont très critiqués, est-ce que vous avez des estimations de leurs impacts? Nous, on a un petit peu de données. Alors, le truc, c'est que, comme j'ai dit plusieurs fois, on est au périmètre ferme. Donc, en fait, tous les impacts environnementaux liés à la transformation, on ne les a pas. En revanche, on peut utiliser la consommation d'aliments transformés, notamment en données de sortie, en essayant de recomparer à des régimes préexistants. Mais les aliments transformés, en fait, c'est une catégorie qui est beaucoup trop large. C'est C'est-à-dire ça. qu'en Et disparate. optimisation, on va mélanger tout un tas de choses différentes. Ça peut être des produits, substituts de produits laitiers à base de soja. Donc ça, typiquement, on les a, mais on va prendre les impacts environnementaux des ingrédients produits, pas de la transfo. En fait, ça dépend si on s'intéresse aux impacts des matières premières ou de la transformation. Dans BioNutrinet, on s'arrête au périmètre de la ferme, donc on n'a pas les impacts de la chaîne. Et à l'inverse, dans AgriBalise, on va avoir toute la chaîne. On peut même distinguer en fonction du moment de la chaîne, si on est à la transfo, au transport, etc., les impacts environnementaux. Mais donc, du coup, on va avoir potentiellement moins de détails sur les aliments substituts végétaux dans AgriBalise. Donc, en Ouais. fait, là, il y a des trous dans la raquette, en fait. Donc, on essaye petit à petit d'avancer. Sur le plan des aliments, des modes de production, etc., on est très riche dans BioNutrinet, mais le périmètre environnemental, c'est la ferme. Et à l'inverse, dans AgriBalise, on a beaucoup, beaucoup de détails sur les différentes étapes du système alimentaire, mais par contre, il n'y a pas les modes de production. Mm. Donc, en fait, on essaye de faire des études, de les refaire selon la base de données d'entrée, etc., pour voir un petit peu les cohérences ou incohérences qu'il peut y avoir en fonction des résultats, mais on n'a pas une base de données idéale dans laquelle on aurait toutes les dimensions, en fait, pour Mm. l'instant. Merci. Ça Hélène, un viendra peut-être. complément, peut-être? Ouais, en complément, nous, on a beaucoup travaillé, enfin, on a un peu travaillé aussi cette question des substituts d'un point de vue de son utilité, justement, dans les transitions végétales, mais là, vraiment, d'un point de vue nutrition santé, hein, hors impact environnementaux. Et on a trouvé d'abord que les substituts du marché n'étaient pas bien formulés parce que généralement, ils essaient de mimer le produit qui remplace plutôt qu'un d'investir sur leur qualité nutritionnelle. Nous, on a établi par des travaux de modélisation des compositions, des recettes de substituts qui seraient là particulièrement bénéfiques nutritionnellement, qui permettraient de gagner, de remplacer la viande rouge et même d'aller au-delà, c'est-à-dire de compenser aussi ce qui ne va pas dans nos apports nutritionnels actuels, en dehors du juste remplacer ce qui nous manquerait si on annule la viande rouge. Et on a vu qu'en notamment, il faudrait les enrichir en fer, hein. Ce serait une bonne manière de trouver des nouveaux produits qui nous permettent de déplafonner et de régler les freins nutritionnels qui se posent lors de la végétalisation. Mais ça, du coup, c'était plutôt sur le volet nutrition santé, dont nous, on est davantage spécialistes. Sur le volet environnement, effectivement, les données qu'on a actuellement sont encore assez insuffisantes. Et puis, il y a le problème des aliments ultra transformés aussi. Le problème, c'est que beaucoup de ces substituts sont voilà, ont un niveau de transformation qui est normalement pas très bon pour la santé globalement, mais alors qui peuvent être constitués même à l'échelle de la cuisine, des cuisines familiales, de manière assez simple pour certains. Pour l'INSERM, pour la Haute Autorité de Santé au sens large. La nutrition englobe également l'activité physique et donc je vais vous présenter quelques résultats. La plupart sont en cours, ce sont des travaux en cours sur le lien entre transport actif, activité physique et finalement des questions liées aux bénéfices sanitaires de ces deux dimensions dans une perspective de neutralité carbone. Alors, quelques éléments, je mets mon chrono pour regarder à combien de temps j'en suis. Je vais essayer de laisser un peu de temps pour les discussions après coup qui liraient un peu tout ça. Donc, quelques éléments de contexte en fait. On peut considérer que la communauté des sciences de la santé au sens large, s'est réveillé peut-être assez tardivement sur les enjeux climatiques et les enjeux liés aux différentes crises environnementales que sont la crise climatique, la crise de biodiversité.
Et que cette sorte de prise de conscience que ces crises environnementales sont également des menaces très fortes pour la santé est quelque chose d'assez récent. Je citerai 2 éléments. Le premier, c'est quand même une publication conjointe des communautés éditoriaux de près de 200 revues de santé parmi les plus grandes, hein, le New England Journal of Medicine, PLOS Medicine, Lancet, BMJ, qui en 2021 avait publié un éditorial commun, justement, rappelant que l'action pour limiter le réchauffement climatique, pour restaurer la biodiversité, étaient des actions également pour protéger la santé des populations. Et donc ça, c'était vraiment une initiative inédite, hein, dans le champ des revues scientifiques, le fait d'avoir des revues qui publiaient conjointement un même éditorial. Ça a été réédité il y a quelques semaines, à peine quelques jours, quelques semaines, hein, en amont de la COP à venir, hein, toujours ces revues qui prennent, qui conjointement font ces déclarations sur le lien qu'il y a à faire entre ces différentes crises environnementales, notamment la crise climatique, la crise de la biodiversité, et les effets qu'ils peuvent avoir sur la santé la santé des populations. Et tout récemment, vous l'avez entendu, hein, sans doute la semaine dernière, le Lancet Countdown, donc la commission sur le lien entre changement climatique et santé, a publié sa mise à jour annuelle avec pas mal d'éléments intéressants et d'indicateurs justement d'objectifs et d'avancées sur ces enjeux conjoints de changement climatique et santé. Donc voilà, on a quelque part on va dire une production scientifique qui augmente dans le temps, mais de manière, qui a mis un peu le temps, mais qui commence à augmenter sur les liens entre changement climatique et santé, et qui s'est réveillé peut-être encore une fois un peu tard, mais qui commence à augmenter. La question, c'est de savoir un peu qu'est-ce qu'elle contient cette littérature scientifique sur les changements climatiques et santé. Et là, c'est un indicateur qui est fourni par le Lancet Countdown, justement la commission dont je parlais. Ici, vous avez le nombre de publications sur le lien changement climatique et santé publiées dans des revues scientifiques internationales. Et ce que nous dit cet indicateur, c'est qu'environ 80% des articles scientifiques sur la thématique santé et climat sont des revues qui vont documenter les impacts du changement climatique. Donc les impacts que va avoir le changement climatique sur la santé des populations. Et une question qu'on peut se poser, c'est de savoir si c'est vraiment c'est cette façon-là, ce sont ces résultats-là qui sont les plus à même de favoriser l'action pour le climat, justement d'enrayer un peu ces crises climatiques contre la biodiversité. Et là, ce sont des éléments qui viennent plutôt du champ des sciences de la communication, qui nous laissent penser, donc dans un article assez récent, hein, de mai de cette année, qui nous laisse penser que finalement, les résultats de la science, hein, sur le changement climatique, notamment ceux qui font les headlines, hein, les unes des journaux, ben, finalement, ce ne sont peut-être pas les résultats qui sont les plus à même d'engager l'action de la société en vue d'une réponse à ce changement climatique. Et on peut se poser la question de savoir si c'est pas un peu la même chose qui est en train de se passer en santé. C'est-à-dire qu'en focusant, en ciblant vraiment la recherche sur la documentation des impacts climatiques, alors certes, on produit des savoirs qui sont pertinents pour la préparation aux aléas climatiques, mais quelque part, ce que nous disent un peu les champs des sciences de la communication, c'est que très souvent, on parle d'impacts du changement climatique qui sont des impacts à très large échelle ou alors dans des perspectives temporelles assez éloignées. On parle d'impacts à la perspective 2050 ou 2100. Et finalement, c'est pas ça qui va nous aider à nous mettre en action. Et peut-être qu'il faudrait laisser un peu plus de place ou mettre un peu plus de focus sur ces deux autres composantes qui sont la recherche sur le champ, non pas des impacts, mais des effets ou des bénéfices pour la santé, des mesures d'adaptation ou d'atténuation du changement climatique. Et on a de plusieurs éléments qui nous laissent penser qu'effectivement, ces deux champs-là seraient des champs qu'il serait pertinent d'investir. Et ça, c'est le GIEC qui nous le dit dans son dernier rapport, hein, c'est vraiment le fait que finalement, l'action climatique en termes d'adaptation, mais également d'atténuation, donc de réduction des gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui permet de nombreux co-bénéfices. Et parmi ces co-bénéfices à l'action climatique, on a des co-bénéfices en particulier pour la qualité de l'air et pour la santé. Donc, agir pour le climat, c'est également agir pour la santé des populations. Et ça, c'est un levier très important. Et le GIEC nous dit également, là, dans le rapport du troisième groupe du GIEC, que justement, on a là-dessus des études empiriques qui suggèrent que mettre en avant ces co-bénéfices pour la santé, c'est quelque chose qui est extrêmement favorable pour mettre en place des actions de réduction des gaz à effet de serre. Donc vraiment, la mise en avant des co-bénéfices pour la santé comme levier à l'action climatique.
Donc voilà un petit peu pour le cadre général dans lequel s'inscrivent les travaux qu'on fournit, qu'on produit dans l'équipe. Et je vais vous en donner quelques exemples justement sur ces questions de documentation des co-bénéfices pour la santé de l'action climatique, avec l'idée encore une fois de documenter ces bénéfices pour motiver les décideurs, pour aider à l'acceptation en gros, de politique climatique dans la population, donc en jouant sur ces co-bénéfices pour la santé. Et donc un exemple, on va en parler, c'est un peu l'exemple que je vais détailler aujourd'hui, c'est celui des co-bénéfices pour la santé de la transition énergétique dans le domaine des transports. Alors un exemple très facile, hein, on connaît l'un des leviers pour décarboner les transports, on le connaît bien, en tout cas pour ce qui concerne les déplacements urbains, c'est le vélo ou la bicyclette, hein, on le sait que c'est un moyen de transport décarboné et qui permet là aussi, qui est un des différents leviers dont on dispose dans le domaine des transports pour décarboner la mobilité. Donc, ce qui en fait vraiment un outil pour lutter contre le changement climatique. Mais au-delà de ça, les transports actifs, donc je parle de vélo, mais je vais parler plus globalement de transports actifs que sont la marche et le vélo. On sait également que ce sont de très bons outils pour lutter contre un autre problème à l'échelle globale, qui est celui de l'épidémie d'inactivité physique. Dans les pays occidentaux, on considère que plus de 40% de la population adulte présente des niveaux d'inactivité physique qui sont en deçà des recommandations internationales. Et ça se traduit par un fardeau sanitaire et économique très conséquent en Europe. On estime en Europe qu'on a 10% des décès toutes causes qui sont attribuables à l'inactivité physique et 30% des dépenses de direct de santé qui sont liées aux maladies non transmissibles, qui sont là aussi imputables à l'inactivité physique. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle d'inactivité physique, de pratique d'activité physique, on s'imagine toujours quelque chose qui va dépendre de comportements individuels. En France, on parle de promotion du sport ou de promotion des activités sportives récréatives. Très récemment, on parle en France, on a parlé également en France de remboursement de prescription médicale par les médecins généralistes d'activité physique, mais on est souvent dans une dimension très individuelle de la prévention. Et ce que nous a dit l'ANSES dans un rapport de 2022, qui était une synthèse collective de l'ANSES sur justement ces questions de manque d'activité physique dans la population, c'est que finalement, les niveaux d'activité physique ou d'inactivité physique qu'on observe dans la population, ils sont également très, très dépendants de décisions collectives, d'organisation de la société, d'organisation de nos modes de vie, et notamment d'organisation de l'espace public et des mobilités. C'est ce que nous dit l'ANSES et la chef de l'unité d'évaluation dans ce rapport. Finalement, l'activité physique, ce n'est pas qu'une question individuelle, ça dépend également de politiques publiques, en particulier dans le domaine des transports. Et donc, on va détailler ça encore un petit peu dans cette présentation. Les deux informations préalables avant de se lancer un petit peu dans cette recherche, hein, des choses à garder en tête. Dans le domaine des transports, de manière générale, gardez en tête que la balance bénéfice-risque des transports actifs, donc encore une fois, des transports qui génèrent de l'activité physique, donc principalement la marche et le vélo, la balance bénéfice-risque est très largement favorable dans presque tous les contextes. Et on a là-dessus une revue systématique qui a encore une fois, synthétisé toutes les évidences scientifiques là-dessus. Et donc, les risques liés au transport actif, notamment les accidents de transport, on pense aux vélos et aux accidents de la route, mais également l'inhalation plus profonde de pollution atmosphérique, eh bien, ces risques sont très largement contrebalancés par les bénéfices de l'activité physique, de l'activité physique générale. L'autre information préalable à garder en tête, hein, c'est qu'on sait qu'en matière de transport actif, ce sont les infrastructures qui induisent la demande. Quand on construit des pistes cyclables ou un urbanisme plus favorable à la santé, eh bien, les personnes vont s'en saisir et donc on a bien une hausse des pratiques de marche et de vélo une fois que ces infrastructures sont créées. Donc on se pose toujours la question dans le domaine des politiques publiques, savoir est-ce que c'est l'offre ou la demande en termes quelle est l'œuf ou la poule. En tout cas, voilà, dans le domaine des transports, c'est vraiment les infrastructures qui vont induire la demande et donc créer des pistes cyclables, créer un urbanisme favorable à la santé, permet d'augmenter les niveaux d'activité physique et de transport actif. Alors, un point maintenant, après ces éléments de contexte, quelques éléments pour vous expliquer comment on a essayé de chiffrer justement les bénéfices. Donc, j'ai parlé du vélo et des transports actifs comme levier de décarbonation des transports, mais également de ses bénéfices sanitaires. Donc, une étude qu'on est en train de finaliser sur la mesure des bénéfices à la fois climatiques et sanitaires du vélo en France en 2019. Donc, c'est une étude dans laquelle on a voulu, j'en ai parlé, évaluer à la fois la mortalité et la morbidité évitées par la pratique du vélo. Donc, en termes de mortalité, on va s'intéresser à la mortalité toute cause, donc décès toute cause, mais également à 5 pathologies chroniques pour lesquelles on a des revues de la littérature et des méta-analyses qui nous mettent en évidence un lien entre ces pathologies chroniques et l'activité physique. Mais on a également aussi voulu chiffrer, évaluer les émissions de CO2 évitées par la pratique du vélo en France en 2019. Et donc, pour ce faire, on s'est basé sur les données
de l'enquête mobilité des personnes, qui est une grande enquête en population que réalise l'INSEE sur un échantillon représentatif. Et c'est une enquête décennale. Tous les 10 ans, l'INSEE reconduit cette même enquête, ce qui nous permet d'avoir un aperçu des pratiques de mobilité des personnes sur un échantillon de plus de 20 000 personnes, des données d'enquête qui sont reconstituées. Donc, on a des distances de trajet assez précises. Et donc, pour ce faire, on a utilisé la méthode qui est celle de l'évaluation quantitative d'impact sanitaire, qui est une méthode qu'utilise fréquemment, notamment Santé publique France, hein, dans le domaine de la pollution atmosphérique, par exemple. Et je vais en donner quelques exemples là. Enfin, la démarche, vous la connaissez sans doute, hein, il s'agit de partir d'une association qui est causale en santé, un lien entre une exposition et donc ici j'ai repris le guide de l'EQIS par Santé publique France. Ici, nous, on ne va pas s'intéresser au lien entre exposition et pollution de l'air, mais nous, on va s'intéresser au lien entre activité physique et santé. Et on sait par la revue de la littérature qu'on a là un lien causal, hein, que l'activité physique permet des bénéfices de santé. Dans cette étape de l'évaluation quantitative d'impact sanitaire, on va s'intéresser à ce qu'on appelle une relation dose-réponse. Et en ce qui concerne l'activité physique et la santé, on a là une relation dose-réponse qui est extrêmement robuste parce que c'est celle qui découle d'une revue de la littérature associée à une méta-analyse d'études longitudinales, donc d'études de cohortes dans plusieurs pays. Donc, au niveau de solidité de la preuve, de robustesse de l'évidence, on est à peu près au plus haut niveau qu'on puisse avoir, qui nous dit que 100 minutes de vélo par semaine, donc ce qui correspond au temps recommandé pour l'activité physique par l'OMS, 100 minutes de vélo par semaine réduit le risque de mortalité toute cause de 10%. Donc c'est une relation très forte, hein. Je pense en tout cas, à titre personnel, je n'avais pas cette relation en tête avant de commencer cette étude, mais 1h40 de vélo par semaine réduit le risque de mortalité toute cause de 10%. Et finalement, en étudiant la distribution de l'exposition, donc ici, nous, l'activité physique liée au vélo, et en appliquant cette relation dose-réponse, on peut avoir une évaluation du bénéfice pour la santé des pratiques du vélo. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, tout d'abord, et donc là, je vous ai parlé ici de la relation liée à la mortalité, mais gardez en tête qu'on a étudié également 5 autres pathologies chroniques, donc notamment des cancers, les maladies cardiovasculaires et les démences. Par une revue de la littérature, on a pu, dans chacun des cas, identifier le risque relatif, donc c'est-à-dire le pourcentage de risque qui est évité par la même pratique du vélo, donc c'est toujours ces 100 minutes de vélo par semaine. Mais en plus, pour ces maladies chroniques, on a pu identifier des coûts médicaux associés à chacune des pathologies, ce qui va nous permettre de calculer les coûts médicaux évités par la pratique du vélo. Et on a également pu identifier des pourcentages d'incapacité, ce qui va nous permettre de calculer les DALI, on en a déjà parlé aujourd'hui, les DALI évités par la pratique du vélo, c'est-à-dire les années de vie corrigées par l'incapacité. Ces années de vie corrigées par l'incapacité, on peut ensuite les monétariser pour calculer ce qu'on appelle des coûts intangibles de santé, ce que je vous présenterai tout à l'heure. Donc voilà un peu pour les pathologies auxquelles on s'est intéressé. Donc la première étape, et donc ça a été un travail réalisé par Émilie Schwartz, la première étape, ça a été de décrire les pratiques du vélo en France en 2019. Et donc en France, en 2019, les Français font en moyenne moins de 9 minutes de vélo par semaine. C'est moins que les Hollandais de plus de 75 ans. Donc les Français, les adultes moyens en France pédalent moins que les très vieux Hollandais. C'est quelque chose d'assez intéressant à garder en tête. Donc voilà la distribution. Les hommes pédalent plus que les femmes. Et donc on est sur des niveaux très modestes, hein. On pense qu'en France, on est à un niveau de culture, enfin de pratique du vélo à peu près intermédiaire, mais plutôt dans le bas des pays de l'OCDE. Toutefois, ces petites pratiques, ces pratiques très modestes du vélo en France dans la population permettent déjà d'éviter, donc par la méthodologie que je vous ai présentée, on estime qu'elles permettent d'éviter chaque année en France environ 2000 décès et environ 6000 cas de maladies chroniques. Donc le peu de vélo par semaine que pratiquent les Français et les Françaises permet déjà d'éviter environ 2000 décès, 6000 cas de maladies chroniques, principalement du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Et voilà, un nombre de décès assez conséquent. On arrive, donc j'ai parlé du chiffrage des bénéfices santé, climat et économie, donc c'est tout ce qu'on peut chiffrer à partir de cette étude. Donc c'est ce qu'on a fait à partir de ces données. Donc j'ai chiffré ici, je vous ai parlé de 2000 cas de décès évités, des 6000 cas de maladies chroniques. Je vous ai parlé également des DALI évités, donc les années de vie corrigées par incapacité. On a environ 35 000 DALI qu'on peut monétariser, ça j'en ai parlé également. Et donc on sait qu'en France, une année de vie est valorisée à hauteur d'environ 130 000 euros, ce qui fait que les pratiques
décrites en 2019 de vélo en France permettent d'éviter déjà environ 5 milliards d'euros de coûts de santé par an. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se rapproche vraiment très, en termes d'unité, du nombre de kilomètres parcourus en environ moyenne en France à 5 milliards de kilomètres parcourus à vélo chaque année et 5 milliards de bénéfices de coûts intangibles de santé prévenus par ce niveau, ce qui fait que quand on les rapporte l'un à l'autre, on peut estimer que chaque kilomètre de vélo parcouru en France permet d'éviter environ 1 euro de coûts de santé, de coûts intangibles de santé. L'autre chose qu'on a pu faire dans cette étude, c'est également de simuler un scénario de report modal. Donc, on a des données individuelles de personnes qui ont fait des trajets en vélo, mais également de personnes qui ont fait des trajets en voiture. Et on a fait un scénario, ce qu'on appelle un scénario de report modal, en simulant ce qui se passerait si 25% des trajets courts, donc ici les trajets courts, on a pris des trajets de moins de 10 km, qui sont à l'heure actuelle effectués en voiture, étaient effectués en vélo. Et à partir de là, on a pu estimer le nombre, les quantités de CO2 évitées. On évite si des politiques publiques permettaient effectivement de réaliser ce report modal, alors on pourrait éviter environ 0,7 mégatonnes de CO2, donc 0,7 millions de tonnes de CO2 chaque année. Et on pourrait en plus, en termes de coûts intangibles de santé prévenus pour la société, on arriverait à quelque chose de l'ordre de 7,6 milliards d'euros. Donc un potentiel de bénéfices à la fois climatique, à la fois sanitaire et à la fois économique pour le vélo qui est qui est très important. Alors, voilà pour quelques éléments dans le cadre des pratiques. Je vous ai présenté des pratiques du vélo en 2019. Donc, on sait que depuis 2019, la pratique du vélo a fortement augmenté. Mais là, j'ai parlé de politiques qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre sans pour autant parler de perspective de neutralité carbone. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces mêmes politiques, mais cette fois-ci dans une perspective de neutralité carbone? Donc, la neutralité carbone, vous savez, c'est un des moyens d'atteindre l'objectif de l'accord de Paris, qui est un réchauffement climatique limité à 1,5 ou 2 degrés. Et pour étudier comment on peut atteindre cette neutralité carbone, on a ce qu'on appelle des scénarios de transition ou des scénarios de neutralité carbone, ce que sont en fait des exercices de prospective socio-économique qui vont identifier des trajectoires cohérentes et crédibles vers la neutralité carbone. Alors l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, produit des scénarios de neutralité carbone. RTE, le réseau de transport d'électricité, en produit également. Des associations comme Negawatt en produisent. Et donc ce sont des exercices qui tracent une feuille de route, si vous voulez, selon certaines hypothèses, vers lesquelles on peut atteindre la neutralité carbone, très généralement pour la France continentale et à l'échelle 2050, avec un souci de boucler dans ces scénarios. Tout ce qui est produit tout ce qui est consommé en énergie ou en matière doit être produit de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'on parle de trajectoire cohérente. Et d'autre part, ces scénarios, ils détaillent de manière chiffrée les évolutions attendues dans les principaux secteurs d'activité en vue d'atteindre cette neutralité carbone. Et ils le détaillent en unité physique. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé du secteur des transports. Dans ces scénarios de neutralité carbone, on nous explique, et c'est exprimé en kilomètres passagers, qui est l'unité vraiment de flux de passagers par mode de transport, on nous explique comment doit évoluer le secteur des transports en vue d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Voilà ici les projections faites par le scénario Negawatt, qui est un de ces scénarios de neutralité carbone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir se servir de ces scénarios de neutralité carbone comme d'un matériau en santé pour évaluer les différents co-bénéfices pour la santé de la neutralité carbone, de trajectoire de neutralité carbone, en prenant des hypothèses liées au transport, mais également, si on veut s'intéresser à la qualité de l'air, on va pouvoir analyser ces scénarios de neutralité carbone en termes de production d'énergie ou d'émissions de polluants, pour là aussi chiffrer des bénéfices pour la santé. On pourra le faire également sur les évolutions projetées des régimes alimentaires ou de l'isolation du bâtiment. Mais ici, on va s'intéresser, pour cette présentation, je vais m'intéresser évidemment au champ des transports. Et donc, un des premiers résultats qu'on a obtenus dans le cadre du travail de Pierre Barban, ça a été justement la même évaluation quantitative d'impact sanitaire que je vous ai présenté, mais cette fois-ci dans la perspective de la neutralité carbone en s'appuyant sur le scénario Negawatt. Donc, Negawatt est une association qui, depuis le début des années 2000, produit ces scénarios de neutralité carbone. Et Negawatt a la particularité de s'appuyer sur des scénarios qui font vraiment qui laissent une part très importante aux notions de sobriété, mais également d'efficacité énergétique, puis d'énergie renouvelable. Donc, on va dire que ce sont des scénarios très sobriété.
Et donc, dans ce scénario négawatt, on a donc, comme je l'ai expliqué, des projections de l'évolution du domaine des transports à l'échelle 2050, des projections qui permettent d'atteindre la neutralité carbone à l'échelle de la France, et en particulier des projections des kilomètres à parcourir en vélo et en marche pour l'année 2050. Et donc ici, vous avez la projection dans le scénario négawatt de la hausse nécessaire du vélo et de la marche. Ici, c'est en kilomètres par habitant et par semaine pour atteindre la neutralité carbone. On est quelque part sur une hausse de x6 ou x7 du vélo, notamment en 2040. Mais on arrive à des niveaux qui restent en deçà de ce qu'on observe actuellement aux Pays-Bas ou au Danemark. Donc on n'est pas sur des niveaux complètement irréalistes. Pour la marche, on pense qu'on part d'un niveau assez élevé. Donc la hausse projetée pour la marche est plus modeste. Et donc, on va ici appliquer les mêmes relations dose-réponse, donc celles dont je vous ai déjà parlé, une relation dose-réponse similaire en termes pour la marche cette fois-ci. Et finalement, cette hausse que le scénario négawatt fait pour la population entière, on va la ventiler sur les différents groupes d'âge selon différentes hypothèses. Et ça va nous permettre d'estimer les bénéfices sanitaires et économiques des transports actifs, marche et vélo, dans une perspective de neutralité carbone à l'horizon 2040. Et ce qu'on voit ici, c'est que quand on arrive au pic, à peu près en 2040, on n'est pas loin du pic de la hausse du vélo, eh bien, on arrive à peu près 10 000 décès évités par an. Du fait de la pratique des transports actifs, environ un gain d'espérance de vie de l'ordre de 3 mois pour la population entière et environ 35 milliards d'euros de coûts sociaux, de coûts intangibles de santé évités chaque année par cette hausse. J'ai parlé du vélo, mais c'est bien la hausse de la marche et du vélo. Dans les deux cas ici, c'est vraiment la hausse des transports actifs qui nous permet ces gains sanitaires et économiques à l'horizon de 2050. Et alors, je parle beaucoup de 2040-2050, mais dès 2030, on arrive à des bénéfices qui sont très importants. J'ai présenté ici les résultats pour un type de scénario, je l'ai dit, négawatt, qui laisse la part belle à des questions de sobriété. On peut se poser la question de savoir ce que seraient ces gains, non pas dans un scénario de neutralité carbone, mais dans plusieurs scénarios très contrastés. Et justement, j'ai mentionné l'ADEME tout à l'heure, l'ADEME a développé non pas un, mais 4 scénarios de neutralité carbone qui projettent la France vers la neutralité carbone à l'horizon 2050, mais de 4 façons très différentes, avec des scénarios qui sont des scénarios vraiment basés sur la sobriété, un autre scénario qui est là vraiment un scénario extrêmement technologique, où les comportements vont très peu changer, mais la technologie va assurer un peu la neutralité carbone, deux scénarios un petit peu plus pondérés avec ces deux leviers, le scénario 2 plus sobriété, le scénario 3 un peu plus technologique. Mais voilà, 4 façons très contrastées d'atteindre la neutralité carbone, 4 scénarios qui sont quelque part équivalents d'un point de vue climatique parce qu'ils ont été conçus pour atteindre la neutralité carbone, mais on va voir qu'en termes de santé, ils vont nous dire des choses très différentes. Et en faisant la même analyse, la première chose qu'on a faite, à chaque fois pour chacun des scénarios, en projetant un petit peu la durée d'activité physique liée au transport du fait des projections marche et vélo dans chacun de ces scénarios, on a pu comparer les niveaux d'activité physique par transport, donc dans la pratique des transports actifs, pour chacun de ces scénarios. Donc en 2015, en pointillé ici, vous avez les niveaux observés en 2015 et en pointillé noir, vous avez les niveaux recommandés par l'OMS. Et donc, ce que nous dit ce scénario, c'est que ce graphique, c'est que les deux scénarios les plus sobriétés dans les 4 scénarios de l'ADEME permettent en 2050, seulement en prenant en compte les transports, donc pas du tout en laissant de côté l'activité sportive récréationnelle, de loisirs, disons, seulement en prenant en compte les transports actifs, on arrive pour le scénario 2 dès 2035 et pour les scénarios 1 et 2 en 2050 à atteindre les niveaux recommandés d'activité physique dans le seul champ des transports, là où les deux autres scénarios ne permettent pas d'atteindre ces recommandations. L'autre point, c'est qu'on a fait la même analyse en termes de nombre de décès évités et de coûts annuels évités pour la société. On arrive à des scénarios, je vous ai présenté les scénarios négawatt tout à l'heure. Ici, les scénarios 1 et 2, dans les scénarios de l'ADEME, sont deux scénarios qui arrivent à peu près dans le même ordre de grandeur en termes de bénéfices sanitaires que le scénario négawatt tout à l'heure, en nombre de décès évités, ici en 2035, ici en 2050, et en coûts sociaux évités, un coût intangible de santé, là où les scénarios plus technologiques, le scénario S3, qui présente encore des gains de santé, mais par exemple le scénario S4, qui continue à postuler une diminution de l'activité physique liée au transport, mais en gros qui se contente d'électrifier un parc automobile, arrive à des impacts de santé délétères.
Donc voilà en quoi finalement la dimension de la santé ici permet de distinguer 4 scénarios qui ont été conçus pour être plus ou moins équivalents d'un point de vue climatique. On voit qu'ils ne sont pas du tout équivalents d'un point de vue de santé publique et là c'est vraiment une leçon à retenir, c'est-à-dire que intégrer la dimension de la santé dans des discussions autour de la neutralité carbone permet vraiment d'avoir une image assez autre des débats sur ces questions. Juste quelques points, je vais pas forcément détailler parce que j'arrive à la fin du temps, mais quelques éléments pour mettre en perspective ces résultats, donner des éléments de comparaison sur les dimensions sanitaires que j'ai évoquées, hein, quand on parle enfin les nombres de décès évités que j'ai évoqués sont des décès évités qui sont de l'ordre de politiques de santé publique ambitieuses. Donc, on arrive par des politiques de transport à atteindre des résultats qu'on attendrait de politiques de santé publique ambitieuses. J'ai cité ici, par exemple, la réduction de consommation d'alcool de 20% dans la population. On parle là de réduire la consommation d'alcool en France, donc on est vraiment sur quelque chose d'ambitieux. Eh bien, finalement, on arrive à un impact qui est du même ordre de grandeur que le scénario de report modal que j'ai présenté ou la perspective de neutralité carbone. Je vais en rester là pour ces éléments de mise en perspective. Je voulais juste insister sur ce point, vraiment la mise en avant des co-bénéfices, notamment en santé pour l'action climatique. Donc, on sait que la perspective climatique, quand on parle d'action climatique, les bénéfices climatiques ne sont pas forcément les plus mobilisants pour l'action parce qu'on parle de bénéfices climatiques qui sont des bénéfices à long terme. Si on agit pour le climat, les bénéfices pour le climat se feront sentir dans des décennies, voire des siècles. Et on parle également de bénéfices dilués. On sait que si nous seuls agissons, la France ou notre ville agit, le CO2 n'a pas de frontières et que les bénéfices finalement seront dilués au sein de la population mondiale, ce qui incite beaucoup à la stratégie du passager clandestin. Mais finalement, quand on parle des mêmes actions climatiques et qu'on les visualise cette fois-ci avec la perspective santé, eh bien les bénéfices santé, les co-bénéfices pour la santé à attendre de l'action climatique sont des co-bénéfices de court terme. Donc je parlais, je le disais tout à l'heure, hein, si on atteint la neutralité carbone, les bénéfices pour le climat se feront sentir à l'échelle des décennies, voire de siècles, mais les bénéfices pour la santé seront immédiats. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus mobilisateur pour l'action. Et ces bénéfices seront des bénéfices concentrés. C'est-à-dire que si demain la France atteint la neutralité carbone, même si le reste du monde ne le fait pas, il ne fera pas moins chaud demain en France que dans le reste du monde. En revanche, c'est la population française qui sera en meilleure santé. On parle là de bénéfices concentrés. Et donc, ces deux éléments qui font vraiment de ces co-bénéfices en santé de l'action climatique quelque chose de très mobilisateur pour l'action. Et ils sont multiples dans ces scénarios de transition énergétique, c'est vraiment quelque chose qui peut nous permettre de chiffrer ces bénéfices, là aussi toujours dans la perspective d'aider à la mise en action de la société. Et voilà, avec cet enjeu d'intégrer les questions de santé dans ces débats autour de transition, on a des débats qui parlent vraiment de politique industrielle, de politique économique, mais montrer qu'on a également des enjeux de santé et des bénéfices, là, cette fois-ci économiques, hein, de ces bénéfices de santé, est vraiment quelque chose qui pourrait être très favorable à l'action dans le domaine de la santé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ce sont des éléments que j'ai résumés dans quelques articles de vulgarisation dont vous avez la référence ici. Je me demandais si tu avais prévu ou tu avais connaissance de travaux un petit peu identiques finalement à ceux que tu fais, que tu nous as présentés sur le vélo, qui s'intéresseraient donc justement à des reports modaux du véhicule thermique individuel vers les transports collectifs et qui examineraient les bénéfices induits sur le plan sanitaire et à la fois aussi sur le plan environnemental. Alors, je vais faire une réponse en deux temps. J'espère que ça répondra. La première, et j'aurais dû le préciser, dans les perspectives de neutralité carbone, donc les scénarios négawatt ou ADEME, la hausse de la marche comprend la hausse des transports collectifs. Donc, le fait qu'on va marcher pour aller à son arrêt de bus ou son arrêt de métro. Ça, c'est pris en compte dans la hausse de la marche. Donc, quelque part, sur les résultats perspectives neutralité carbone que j'ai présentés, cette hausse était prise en compte. Maintenant, il y a d'autres effets. Là, j'ai présenté que les résultats liés à l'activité physique. Et que ce soit les transports actifs ou les transports en commun, on sait qu'il y a d'autres bénéfices pour la santé qui ne sont pas seulement liés à l'activité physique, mais il y a évidemment tous les bénéfices liés à la pollution atmosphérique notamment. Ça, c'est des choses qui sont, et on va commencer à le chiffrer, notamment dans les scénarios de l'ADEME, hein, les bénéfices liés à la pollution atmosphérique. Les éléments qu'on a sur les différentes études qui ont simulé ou évalué des programmes d'amélioration de la qualité de l'air, finalement, ont des résultats assez intéressants. C'est que les bénéfices de l'activité physique, en général, sont bien supérieurs à ceux qu'on peut attendre des bénéfices liés à l'amélioration de la qualité de l'air.
C'est-à-dire que si vous faites un programme à l'échelle d'une ville comme Paris, où ça a été très bien documenté pour Grenoble, par exemple, si vous faites un programme d'amélioration de la qualité de l'air à Grenoble, ça va passer par différentes mesures, les poêles à bois, mais également la réduction du trafic urbain. Et finalement, les bénéfices indirects par l'activité physique liés à la diminution du trafic vont être supérieurs à ceux liés à l'amélioration de la qualité de l'air. Oui, il y a une question complémentaire qui porte sur le fait que l'activité physique dans des milieux pollués amène les personnes en exercice à respirer cet air pollué. Est-ce que là, ça ne peut pas contrebalancer les effets positifs de l'activité, justement? Alors, ça, c'est le diapo que j'avais chiffré, hein. Il y a ces éléments vraiment dans cette étude, notamment. La balance bénéfice-risque, elle reste très largement favorable, et j'ai dit presque toujours favorable, parce que dans ces études et les éléments d'évaluation d'impact permettent de chiffrer à partir de quand, donc à partir de quel niveau de pollution, alors il devient néfaste pour la santé de faire des transports actifs. Et les résultats nous disent qu'il s'agit de niveaux de pollution qu'on va trouver dans des métropoles chinoises ou indiennes, et il faut faire du vélo plus de 4 heures par jour au pic de pollution dans ces métropoles-là pour que les risques liés à l'inhalation de pollution atmosphérique soient supérieurs aux bénéfices liés à l'activité physique. Donc vraiment, enfin, et notamment dans des pays européens, ce qu'il faut retenir, c'est que la balance bénéfice-risque des transports actifs, elle est quasi toujours favorable. Et il y avait une question plus ponctuelle sur ce que tu appelles dans une de tes études des trajets courts. Est-ce que tu as... Alors, effectivement, dans les trajets courts, bah là, nous, on les a définis comme des trajets de moins de 10 km, trajets effectués en voiture de moins de 10 km. Et on est en train de reviewer le papier. Les reviewers nous ont dit que c'était un peu trop. Donc, on refait la même étude avec 5 km. Voilà. Les bénéfices sont un peu moindres, mais c'est voilà, c'est quelque chose qu'on peut, enfin, c'est ce que permet ce genre d'études, hein, également. On est sur du scénario, hein, de la scénarisation, donc à nous de définir ce qu'on appelle un trajet court, hein, ce qui pourrait représenter l'effet d'une politique publique. Donc les chiffres que j'ai présentés, en tout cas, étaient pour des trajets de moins de 10 km. Est-ce qu'il existe d'autres équipes qui ont des travaux comparables aux vôtres et qui ont publié des chiffres discordants ou au contraire concordants avec les vôtres dans d'autres pays peut-être? Alors, c'est un champ qui a été ouais, très. Enfin, ça a été rarement fait en France, mais il y a eu beaucoup d'études, notamment en Espagne, en Angleterre, sur ces questions-là, sur, on va dire, des politiques ou des aménagements urbains favorables au vélo et à la marche. La nouveauté, un peu, ce qu'on fait là, c'est de le faire dans une perspective de neutralité carbone. Adosser ça à des scénarios de neutralité carbone, c'est quelque chose qui est bien moins fait. Et sinon, Dominique a fait une remarque fort intéressante qui est la suivante. Le nombre de voitures au quotidien n'a pas diminué. J'ai l'impression que les utilisateurs actuels du vélo pour aller travailler ne sont pas ceux qui utilisaient la voiture, mais plutôt des gens qui prenaient les transports en commun. Donc, cela ne change pas beaucoup les choses en matière de santé ou de CO2. C'est-à-dire que voilà, le report vers le vélo vient des transports en commun plus que de la voiture individuelle. Et donc, les gains sont limités, réduits. Qu'en pensez-vous? Alors, à mon avis, enfin, il y a du vrai là-dedans, tout à fait, dans cette remarque. Alors, il y a toujours une petite latence qu'on a entre les chiffres, hein, mais les chiffres qu'on avait jusqu'à récemment donc, documentaient une hausse du vélo et de la marche, enfin du vélo notamment, avec plutôt un report de personnes qui utilisaient les transports en commun plutôt que la voiture individuelle. Alors ça va, d'une part, je vous ai dit, il y a un petit effet de délai, c'est-à-dire que là, encore plus récemment, on a eu les tout derniers chiffres de la hausse du vélo dans certaines métropoles et c'est encore plus élevé que ce qu'on attendait. Donc, enfin, au bout d'un moment, je pense on verra peut-être dans les chiffres, mais ça, on n'a pas encore. Il va nous falloir un petit peu de temps pour consolider ça. On verra si, oui ou non, il y a report de personnes qui utilisaient la voiture vers les transports en commun. Maintenant, ce type de report, il va également être très dépendant des territoires. Quand on parle d'une métropole, de grande métropole, où finalement se déplacer en voiture n'est plus d'actualité, effectivement, le report modal, il va se faire, il va se faire des transports en commun vers le vélo. Il y a un gain de santé quand même, hein, en faisant ce report du transport en commun vers le vélo. Il n'y a pas forcément de gain de CO2, là on est d'accord. Maintenant, quand on va parler d'aménagement favorable au vélo dans des territoires plus périurbains ou des plus petites villes, là je pense qu'on va commencer à voir des reports modaux de la voiture vers le vélo.
Peut-être une question qui pourrait s'adresser aux trois intervenants sur les comparaisons internationales, alors concernant aussi bien les régimes alimentaires ou nutritionnels et puis l'activité physique. Est-ce que, par exemple, il y a des comparaisons entre les pays qui ont une alimentation relativement proche de l'alimentation des Français? Je pense aux Pays-Bas qui consomment beaucoup de produits laitiers, de fromage et de produits carnés, ou le Danemark, et qui par ailleurs font beaucoup plus de vélo. Est-ce qu'on sait si les comparaisons montrent une moindre incidence de la mortalité cardiovasculaire, par exemple? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Et à ce moment-là, à quoi peut-on attribuer ces différences si elles existent? Alors, Je ne sais pas si Kevin ou Hélène ou Emmanuel pouvez Il y a répondre. les chiffres du GBD avec les causes de mortalité par cause et donc par pays qui sont publiés régulièrement avec les nouvelles de 2021 qui vont bientôt sortir. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a les causes de décès, en déduire la part attribuable directement aux facteurs de mode de vie, que ce soit l'alimentation ou l'activité physique, c'est pas aussi trivial. En fait, il faut des études spécifiques pour aller mesurer ces associations. Euh, Après, dans les régimes alimentaires nordiques, certes, il y a des caractéristiques qui sont peut-être plus bénéfiques que celles qu'on a, nous, dans les pays plus au sud, on va dire, en Europe. Mais il y a aussi des facteurs alimentaires qui sont vraiment très délétères, notamment tout ce qui est consommation de poissons fumés. Enfin, ils mangent des aliments transformés dans des quantités qui sont nettement supérieures aux nôtres. Donc, tout ça, c'est une histoire de balance bénéfice-risque, parce qu'il faut vraiment avoir des études ad hoc qui vont aller estimer les parts relatives des différents facteurs de risque. peut-être sur l'autre versant, en tout cas, il y a quelques études qui nous permettent de comparer les bénéfices à attendre dans différentes dimensions de l'atteinte de la neutralité carbone pour différents pays. Et donc, il y a des études qui permettent de comparer un peu l'Allemagne et l'Angleterre, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les bénéfices liés à l'activité physique sont très différents entre l'Allemagne et l'Angleterre, parce qu'à mon avis, il y a un niveau de base d'activité physique, et notamment du vélo, qui est différent. À l'inverse, les bénéfices liés à la qualité de l'air sont là aussi différents. Et je pense que c'est lié à un baseline, là aussi, de niveau de pollution atmosphérique qui est différent. En tout cas, ce qui est important, c'est que dans les différents champs où on a des bénéfices à attendre enfin, de politiques de réduction des gaz à effet de serre, le champ qui possède le plus grand potentiel en termes de bénéfices sanitaires, c'est l'alimentation. Changer l'alimentation en vue d'atteindre la neutralité carbone, c'est quelque chose qui a un très très fort impact de santé publique, au-delà des impacts liés attendus de la qualité de l'air et de l'activité physique. Je voulais rebondir sur quelque chose que Kevin avait dit à la fin de son exposé, en disant qu'effectivement, pour essayer un peu d'embarquer le citoyen axé sur la santé, ça pouvait être un élément qui pouvait voilà, déclencher la motivation. Et en effet, quand on utilise des méthodes d'analyse comparative du risque pour voir combien d'années de vie on pourrait gagner au niveau individuel en adoptant des régimes végétalisés plus sains, on voit que c'est loin d'être négligeable, hein. Il y a des calculateurs qui sortent là-dessus, j'en ai mis dans le chat. On voit que par exemple, si on compare les régimes français actuels et qu'on voudrait tendre vers ceux que je vous montrais tout à l'heure, par exemple, là, les régimes sains, ben, on pourrait gagner individuellement chacun près d'une décade. Mm. Voilà, 10 ans d'espérance de vie quand même. Et c'est des régimes qui, comme je vous l'ai montré, embarquent mécaniquement de toute manière une meilleure durabilité environnementale, même s'ils ne sont pas pilotés dans ce sens. Les bénéfices actuels du vélo en France sont pour les 2 tiers, voire les 3 quarts, cible la population masculine parce que c'est elle qui fait du vélo actuellement. Et c'est là aussi un des points à dire que quelque part, par des politiques publiques qui favoriseraient les transports actifs en termes d'infrastructures, d'incitation, on pourrait avoir ces bénéfices qui soient moins concentrés là par sexe, hein, on va dire par genre, mais les avoir de manière plus équitablement répartie. Et c'est les prochaines étapes aussi, de regarder un petit peu quelle serait la distribution de ces bénéfices en termes de CSP.